On est déjà 53 sur Facebook, ils vont vite. Hein. Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous. Shavua Tov, beaucoup de nachal, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Merci pour le coup Ben Shoam qui organise. Ça ramène que du bien, du nachal, parnasa kalavenikia, beshefar et bebracha. Voilà. Alors maintenant, il y a une notion qu'on a expliqué déjà plusieurs fois, que la Torah n'est pas un livre d'histoire. D'accord? Donc, il ne vient pas pour nous raconter des événements. Oraïta, ça veut dire enseignement. Ça veut dire que la Torah, c'est un livre d'enseignement. Et les événements, qu'on les prenne dans la paracha ou dans le contexte ou dans un autre contexte, en vérité, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir en tirer de là un enseignement et comment ça peut améliorer notre quotidien. Maintenant, moi, je fais très, très attention, même si on va apprendre des notions très théoriques sur la dimension intemporelle du temps ou l'avenir du passé, de toujours donner une réalité physique aux choses. C'est-à-dire que dans le quotidien, on peut s'en servir. Parce que c'est ça qui compte, en fin de compte. C'est de revenir dans la réalité avec les pieds bien plantés dans la réalité. Il y a une notion, il y a un passage dans la Torah que c'est marqué Velo tatouwa achare levavchem v'achare einechem. Vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux. Et là-bas, on parle de quoi? La Torah a expliqué là-bas dans le Krat Shema que quelqu'un, il doit faire attention de ne pas se détourner. Ouais, alors la Gemara, elle dit achare levavchem zeminut, achare einechem ziznut. Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir une dérive mentale ou intellectuelle vers l'hérésie, d'accord? L'idolâtrie ou la non-croyance ou le refus de la foi. Ou alors il peut être beaucoup plus bas, beaucoup plus proche de l'équateur, la partie la plus chaude de la personne, c'est-à-dire la partie centrale. Et là, ça va être dans la débauche, dans la dérive. Mais dans la Torah, elle a mis les deux dans le même esprit. Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. C'est bizarre. Deuxièmement, c'est que la Torah, elle a dit, vous ne vous détournerez pas après vos yeux, après vos cœurs et après vos yeux. Mais c'est bizarre, parce que d'abord, quelqu'un, il voit quelque chose, et ensuite, il est détourné. Vous me suivez ou... D'accord? Pourquoi on a dit le cœur? Comme si, en fin de compte, c'est pas qu'on voit quelque chose, et ensuite, on est détourné. En fait, c'est qu'on voit ce qu'on veut voir. Donc, ça commence dans le cœur. Parce que les scientifiques, ils disent un homme, il voit ce qu'il voit. D'accord? Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, la vision, une perception de la réalité en temps réel. Ok. Les psychologues, ils disent un homme, il voit ce qu'il veut voir. Chacun est... Ouais. Mais le Baal Shem Tov, il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Si vous croyez en Dieu, ça veut dire que la réalité qui est devant moi, elle me concerne. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. Donc si tu vois des lettres de la Torah articulées, ouais, et soit tu vois le décolleté de la voisine, chacun ce qu'il voit, ça le concerne. C'est pour ça que concerné, ça s'écrit en deux mots chez les gens qui le vivent mal. Ça va. Ouais. C'est-à-dire que tu es concerné. C'est une réalité, elle est devant toi. Tu as une femme qui me chonne pas, tu es concerné. Tu as un mari qui me chonne, tu es concerné. Ah, comme ça, il m'a dit ça. Bonsoir, Rav. Le fils de Rav Brandt, hein. Grand ami Racham. Ne le prenez pas pour faire des blagues, il est très sérieux, lui. Donc, son père, je vous en parle même pas, c'est une autre planète, mais bon. Alors, donc, une fois, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, Ramet Chetri, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai une femme dépressive, des enfants nerveux, embêtants, laxatifs. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis, écoute, je suis prêt à écouter, mais j'ai un problème, c'est que je connais ta famille. Il me dit, ah bon, ta femme, elle est très souriante, très sympathique, très ouverte, très cool. Tes enfants, ils sont très équilibrés. Mais c'est vrai que j'ai entendu que quand tu rentres à la maison, tout le monde fait la tronche. Tout le monde est détruit par ta tendance à créer la terreur. Ouais, et la terreur est humaine. D'ailleurs, ça a été repris dans une religion. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Je lui dis, tu sais quoi? C'est quand tu vas à la maison que tout le monde fait la tête. Donc toi, tu vois une maison de dépressifs, mais en vérité, quand tu n'es pas là, tout se passe très bien. Et je lui ai dit cette phrase incroyable qui a été reprise ensuite par Ben Chetri, c'est que tu devrais aller chez toi quand tu n'es pas là. Alors lui, il a voulu faire le malin. Il m'a dit, mais je peux pas aller chez moi quand je suis pas là. Je dis, je faisais des tosfot, tu n'étais même pas né, toi. Tu crois que je dis des bêtises? Je dis, tu devrais aller chez toi quand tu n'es pas là. Ça veut dire que le mchen, le lourd, le méchant, le tordu, le pervers, laisse-le dans la voiture, laisse-le dehors. Et va sans être là. Et quand tu verras que quand tu n'es pas là, ça se passe très bien. Ça veut dire quoi? C'est que la réalité, elle a un seul défaut, c'est qu'elle nous ressemble. Maintenant, elle ne te plaît pas, que tu vas t'engueuler avec un miroir. Change. Change.
Comme les petites vidéos, là, où on voit le chat qui se bagarre avec le reflet. Tu mets un chat jeune, ouais, tu le mets devant un miroir, il croit que il sait pas que c'est lui. D'accord. Eh ben toi, t'as pas compris que c'est ta femme. T'as pas compris que c'est ton mari. T'as pas compris que c'est tes enfants. Mais c'est vrai que c'est insupportable. Parce que les enfants ont deux défauts. Premièrement, ils grandissent. Deuxièmement, plus ils grandissent, plus ils nous ressemblent. C'est insupportable. Parce qu'en fin de compte, on va avoir rendez-vous avec la personne qu'on fuit le plus, qui se trouve accessoirement être nous. D'accord? Donc ça veut dire que là-bas c'est marqué Vélo tatoro achare levavchem vachare nechem. Ne vous détournez pas après vos cœurs, après vos yeux. Pourquoi? Parce que ça commence par le cœur. Ça commence parce que tu as dans la tête. Ça commence par ton intention. Ça commence par ta problématique. Le jour, il y a un étudiant, il vient chez moi, genre un télo, mathsup, mathspé. Bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne suis pas impressionné. Et il dit oui, l'arsinaï, est-ce que ça a vraiment eu lieu? Le don de la Torah? J'ai dit, attends, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on peut légitimement poser la question? Légitimement poser une question, ça ne coûte rien. On peut aussi rôter, c'est pas vraiment... C'est un mode d'expression, puisqu'on sait ce que tu as mangé déjà. C'est pas mal déjà comme mode d'expression. Je lui dis, mais je pose une question idiote. Toi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux me créer un mal-être de te prouver que Dieu existe. D'accord? Je dis, mais si on est en philosophie, on n'est pas en religion, parce que d'après toi, la religion n'existe pas. Donc on est dans la philosophie. La philosophie, il n'y a pas d'a priori, donc c'est arbitraire. Si c'est arbitraire, d'accord, tu peux poser cette question comme poser le contraire. Donc moi, je te demande, au lieu de me demander de répondre, est-ce que Dieu existe? Moi, je te dis, prouve-moi le contraire, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Moi, je te dis la perfection du corps humain, la perfection de l'univers. 15 milliards d'années que ça existe, les météorites, la moitié de la Lune, ils traversent l'univers, ils tapent jamais la Terre. La seule planète où il y a des êtres vivants, c'est la Terre. Il y a un pôle magnétique qui repousse les pluies d'électrons et de photons qui auraient dû détruire le système. Dans la Terre qui est habitée, c'est le seul endroit où il y a de quoi manger pour ceux qui y habitent. D'accord? Il y a 1 million de preuves. Moi, ça me prouve que Dieu existe. Maintenant, toi, prouve-moi le contraire. Maintenant, je n'ai pas besoin de ta démonstration. Ouais? Je vais juste te montrer que c'est bizarre que dans l'objectivité intellectuelle et philosophique d'une recherche de compréhension, tu as commencé juste par la réponse, par la question qui t'évite d'avoir à t'engager. Alors que dans l'arbitraire total, tu peux commencer par l'un ou par l'autre. Donc ça veut dire que tu as un a priori intellectuel. Donc déjà, la question elle est déjà répondue depuis le départ. Même si non. C'est comme si tu n'as pas envie de faire l'affaire. Et tu commences à réfléchir, le magasin il est mal placé, le truc, ça rapporte pas, j'ai pas lu les bilans, mais je suis sûr que ça sert à rien. Mais tu veux pas la faire. Dis, je veux pas la faire. Qu'est-ce que tu nous prends la tête de nous monter une mayonnaise? D'accord? C'est pareil, tu dis oui, la fille, intellectuellement, on ne correspond pas, on a un trop grand niveau de religion. Mais non, dis, elle n'a pas de poitrine. Voilà, comme ça, on a compris c'est quoi ton problème. Pourquoi tu tournes autour du pot? Oui, mais j'ai honte. T'as honte de quoi? T'as honte de quoi? C'est ton problème, c'est ça ton problème, c'est ça pour toi les valeurs physiques d'une femme, c'est ça la valeur morale, c'est ça qui compte? Bon, épouse un poster, qu'est-ce que tu viens chez moi maintenant? Oui. Quelqu'un m'a aussi, j'ai envoyé quelqu'un pour rencontrer, et au début il m'a dit, je suis pas difficile, on va chez moi qu'elle soit gentille, qu'elle soit harnina, qu'elle soit sérieuse, c'est tout ce que j'ai besoin. Bon, j'envoie, elle me dit, elle est trop petite, elle est trop grande, elle est trop toute, elle est tunisienne, elle est marocaine, elle est trop âgée, elle est trop jeune. J'ai dit, écoute. Moi, je t'ai dit que c'est une fille bien. Rencontre-la. Alors, si tu veux épouser un poster, n'oublie jamais que les posters, quelle que soit la beauté de la photo, de l'autre côté, ils sont blancs et en papier glacé. Rem. Pourquoi? Parce que le gars, il s'est bloqué. Une fois, on était dans un Shabbat célibataire. Il y avait un médecin 42 ans, comme si c'était une mara maintenant. Ouais. J'ai dit alors, t'as trouvé quelqu'un? Il m'a dit non. Il me dit la marchandise n'est pas de qualité. J'étais au Coudray-Monceau là-bas. Ouais. J'y viens avec moi. La salle de conférence, maintenant, elle est très loin de la réception. On a marché peut-être 5 minutes. Il y a peut-être 200 mètres. On arrive là-bas et à l'entrée là-bas, la réception, il y a des énormes miroirs. On s'est mis tous les deux devant. Je lui ai dit, t'as vu ta gueule? Je fais, t'as 42 ans, t'es chauve, t'as du ventre. Alors je dis, tu te calmes un petit peu, monsieur, parce qu'on ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. Pour l'instant, tu ne proposes rien, par un statut, une carte avec marqué docteur. Et si t'es un docteur, c'est que t'es le premier à soigner déjà. Alors il s'énerve, il me dit, quoi? Comment vous me parlez comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qui je suis? Je dis, moi je te parle comme ça, moi.
Il y a des filles qui sont là, elles font l'effort, elles se mettent en situation, elles sont prêtes à parler, elles sont prêtes à se remettre en cause. Et toi, tu fais le difficile, mais trouve un étage élevé et trouve une solution. Et bien, le lendemain, il a rencontré une fille. 4 mois après, il s'était marié. Pourquoi? Parce qu'il a fermé ça. Il a baissé ses exigences. Mais c'est quoi ça? C'est qu'en fin de compte, il a regardé à l'intérieur qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de quoi? On parle que les vélos tatouages, les yeux, tu dois pas ne vous détournez pas après vos yeux, après votre cœur. Il faut savoir que le cerveau est aveugle. Il est enfermé dans la boîte crânienne. Qui c'est qui va rapporter les informations au cerveau? Les yeux. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, selon les éléments que les yeux vont rapporter, le cerveau, il va décider. Maintenant, nous, quand on parle du cerveau, sous forme c'est-à-dire de partie qui réfléchit, en vérité, c'est le cœur. Ce que les Khamim appellent le cœur. Mais pas le cœur des émotions, ça c'est Lamartine, c'est Johnny. Non. Le cœur, en tant que Merkaz Adam, le centre de l'homme. Akol Novia Me'alev, toujours le Maharal, il explique, tout vient du cœur. Imalev Nachon Adeot Nechonot. Maintenant, le cœur, c'est le centre de la personne, ce que moi j'appelle vulgairement la source de l'impulsion première. Ouais, de là-bas d'où viennent toutes les impulsions. Le Rav Wolbe, il appelle ça Mekor Haratzon, la source de la volonté. Maintenant, de cet endroit-là, tu vas recevoir les éléments et ensuite tu vas réinjecter dans la réalité tes décisions, tes choix et tes engagements. Mais le problème, c'est que ces engagements, tu vas les faire à partir de ce que les caméras vont te rapporter, c'est-à-dire tes yeux. Oui. Alors tu vas dire, bah, c'est facile, je vois et je juge sur pièce. Les éléments me sont rapportés à moi. Mais c'est un autre problème, c'est quoi? C'est que c'est marqué Velo Tatou Achare Devafrem Vachare Nechem. Or, qu'est-ce que tu crois, toi? Toi, tu vas aller, tu vas trouver. Mais c'est faux, tu ne vas pas trouver. Tu vas trouver ce que tu as cherché. Vous suivez ou non? Tu vas trouver ce que tu as cherché. Pourquoi? Parce que quand tu donnes les cahiers des charges au détective, eh ben, il va chercher ce que tu lui as demandé de chercher. Il ne va pas chercher autre chose. Ben, c'est pareil, quand tu dis à tes yeux, allez chercher des pièces d'or, donc tu ne vois pas qu'il y avait des ballons, parce que tu cherches des pièces d'or. Et quand tu cherches les défauts de la personne, automatiquement, tu ne trouves pas les qualités. Ouais. Et quand, au fond, tu as peur de t'engager dans le magasin, donc c'est normal que tu vas trouver qu'il est mal placé, parce qu'au fond, tu n'as pas envie de faire le travail. Ouais. Et quand tu as un loyer gratuit chez tes parents, évidemment que tu auras du mal à trouver des solutions pour payer un loyer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on croit, c'est une erreur fatale qui a été vendue par la télévision, on croit qu'on trouve ce qu'on trouve. En vérité, c'est faux. On trouve ce qu'on cherche. Donc au lieu de t'interroger sur qu'est-ce que je vais trouver, tu devrais t'interroger sur qu'est-ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches, c'est ça que tu vas trouver. D'ailleurs, en français, il y a une expression très sympathique, c'est qu'on dit, quand quelqu'un il a des problèmes, on dit, bah tu l'as bien cherché. C'est bizarre qu'on ne dit pas ça pour le bonheur. Le mec, il a un bonheur, ah bah tu l'as bien cherché, voilà, tant mieux pour toi. C'est bizarre, non? Pourquoi dans le malheur, on dit tu l'as bien cherché, et dans le bonheur, on ne dit pas tu l'as bien cherché? Donc la logique, en vérité, je m'excuse si c'est un peu violent pour les gens qui viennent d'arriver, c'est qu'en fait, c'est court, donc en fait, on trouve ce qu'on cherche. Donc puisqu'on trouve ce qu'on cherche, au lieu de te demander qu'est-ce que tu vas trouver, tu devrais poser la question, mais qu'est-ce que je cherche au fond? D'accord? Toi, tu veux le respect, mais tu n'es pas respectable. Toi, tu veux le shalom bayit, mais tu insultes ta femme. Toi, tu veux que tes enfants ils soient sincères, mais tu les stresses, tu les frappes. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Le mec, il dit, mais enfin, si on est là, c'est qu'on est pour shalom bayit. Ah bon, je vais dire, ah d'accord, alors arrête de mentir. Mais ce qu'on veut, c'est la communication. Alors arrête de lui dire, ferme-la. Ils sont bizarres, les gens. Vous me suivez ou non? C'est comme s'ils étaient dans une autre vie. Comme s'ils étaient dans le coma. Comme s'ils te racontent une histoire d'un film qu'ils ont vu. Mais c'est ta vie à toi. Maintenant, si toi-même, tu es absent de ta propre vie, je veux dire, tu vas être présent où? Donc les gens, ils sont en décalé. Ils fabriquent un scénario, ils écrivent un script. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Mais ils ne sont pas dans leur réalité. La réalité, c'est que tu dois ouvrir ta bouche. L'autre jour, je reçois un couple. Le gars dit, bon, je préfère ne pas parler devant ma femme. Je dis, je comprends, vous êtes tous nus dans le même lit, tu n'arrives pas à parler. Tu peux pas être plus mis à nu que dans le lit, non? Oui, mais vous comprenez, il y a des choses, les femmes, déjà les généralités. Oh, les Marocaines, hop, carrément, t'as fait amalgame, là. Parce qu'elle est là, devant toi. Tu parles. De toute façon, elle t'aime, toi, tu l'aimes. On va dire les choses. Ah non, vous savez, c'est honteux, c'est honteux. Ah, s'il y a une tierce personne, c'est autre chose. Mais sinon, on va parler. C'est normal.
On va voir le rôle de chacun, on va voir les qualités de chacun, et on va voir les défauts de chacun. Et c'est bien, on travaille, on est prêt à travailler, vas-y, on pose et on travaille. Comme un enfant, tu vois les lacunes, et tu inscris un programme, et on travaille. Il dit, pourquoi tu es gêné? Tu sais pourquoi tu es gêné? Ben pourquoi? Parce que tu ne peux pas mentir en sa présence. Moi, j'adore ça, moi. J'écoute les gens séparément, et après, je superpose les calques. Je dis, au bout d'un moment, j'ai un problème, vous ne vivez pas dans la même maison. Je dis, ah bon? Bah, vous me racontez ce qui s'est passé le 24 mai. Elle me donne une version, toi une version. Et même, c'est pas dans l'interprétation, mais les faits, vous n'êtes pas d'accord. La chronologie, vous n'êtes pas d'accord. Donc en fait, vous ne vivez pas dans la même maison. Mais peut-être que vous ne vivez pas la même vie. Tu vas dire, non, quand même, Rav, on vit la même vie. Je veux dire, on habite dans la même maison. Mais tu n'as pas compris. Quand je te dis que tu ne vis pas la même vie avec ton conjoint, mais c'est déjà que tu ne vis pas la même vie avec toi-même. Je vous donne une image. Vous savez, il y a un mot en hébreu. Vous parlez l'hébreu, non? Oui, non? Voilà. Ça s'appelle marassé. Le marassé, c'est quoi? C'est un acte. Le merassé, c'est juste une ponctuation qui change. Le merassé, c'est celui qui fait faire. Maintenant, il y a une phrase connue des Chachamim. On dit Gadol a merassé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Par exemple, si vous encouragez quelqu'un à faire Shabbat et que la personne fait Shabbat, vous avez plus de mérite, vous, en l'ayant encouragé à faire Shabbat, que celui qui fait Shabbat. Super. D'accord? Vous allez encourager quelqu'un, je sais pas, à faire un business, et ben il fait le business, il gagne, et ben vous, votre mérite à vous, que vous l'avez fait cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, que vous lui avez appris un bon business. Ok. Maintenant, donc vous avez compris qu'il y a deux corps. Il y a le corps de celui qui fait et de celui qui fait faire. C'est deux goufim. D'accord? Ok. Mais en vérité, moi, je me suis permis, même dans la personne elle-même, il y a deux goufim. Parce qu'il y a celui qui fait, il y a ton corps, qui crée la gestuelle, et il y a celui qui fait faire en toi. C'est ta volonté, c'est ton moi intérieur, d'accord? C'est ton impulsion. Appelle-le comme tu veux. Ben non. Donc tu as un ma'asé et un merassé. Ben alors quand je dis gadol a merassé minarosé, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Ça veut dire que celui en toi qui fait faire est plus important que celui en toi qui fait. Tu dis, mais vous êtes combien là-dedans? Non, je ne parle pas du bipolaire. Oui, je parle de la personne normale. C'est que la personne, elle se regarde vivre et elle-même, elle est le merassé de son marassé. Ok. Maintenant, vous allez dire, ben ça, c'était pas la peine de venir des territoires de 93 pour expliquer ça. Mais en vérité, c'est profond. Parce qu'une personne, des fois, elle a tellement pas fait la greffe de son être intérieur et de son être extérieur, c'est qu'elle vit deux vies. C'est comme par exemple, moi je suis en train de parler là. Vous me voyez parler, non? Oui, non? Vous me voyez. Sinon, il faut acheter un chien. Donc vous me parlez. D'accord. Maintenant là, je ne suis pas en train de dire un discours. Je suis en train de parler. C'est qu'en temps réel, je parle. En temps réel, je réfléchis. En temps réel, ça serre dans le ventre là. Parce que je vais vous dire quelque chose de chachouv, d'important. Je vais vous transmettre une chose. Je mets de la conviction, je mets de l'émotion, je vous mets de moi-même. Mais en vérité, je peux parler en dormant. Ça fait 29 ans que j'enseigne. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est même dans le coma, je peux faire un cours. Ouais. Mais je veux pas. Je veux pas que vous ayez devant vous un CD qui parle. Sinon, on en met deux, c'est mortel, des CD. D'accord? Non, je vais parler maintenant. Maintenant, vous allez recevoir 5% le discours, 95% l'énergie de ma volonté d'exprimer. Ça s'appelle être vivant, en français. Maintenant, moi, je pourrais prendre une distance avec mon discours, et puis je dis quelque chose, mais moi, je reste à l'intérieur. Je pense à ma vie, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? La pizza, elle m'a fait des brûlures. Et je continue à parler. Je peux le faire. Quand j'étais adolescent, je m'habituais à faire 4 choses en même temps, à penser à 4 sujets en même temps, pour optimiser 4 fois la même seconde. D'accord? Donc ça ne me dérange pas. Je peux en même temps parler avec vous, faire un cours très concis, très logique, avec un lien de causalité, une syntaxe parfaite, un langage géré, mais je pense à autre chose. Mais je ne veux pas faire ça, parce que je veux exprimer. Vous me suivez ou non? Maintenant, si moi, je vais vous dire quelque chose de mon intériorité, ça va atteindre votre intériorité. Mais si je dis quelque chose avec ma bouche, ça va atteindre vos oreilles. Si je dis quelque chose avec ma tête, intellectuellement poussée, vous allez raisonner. Vous direz, tiens, un événement intellectuel intéressant, ça me rappelle Lévinas. Ouais. Bon, et Christine, s'il te plaît, tu fais réchauffer la côte de porc. Non, moi je veux pas vous transmettre ce que j'ai, je veux vous transmettre ce que je suis. Parce que c'est pour faire un copier-coller, vous n'avez pas besoin de moi.
Il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Israël Torah, il y a des CD, il y a même des cassettes. Il y en a, il m'a dit, j'écoute vos cassettes. Je lui dis, ouais, bah, c'est fini, Cro-Magnon. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que là, on est en train de vivre un moment. Vous avez fait l'effort, vous, de sacrifier une soirée télé, d'accord? Moi, j'ai fait l'effort de venir. On est en train de vivre quelque chose, là. Oui, non, oui, non. Maintenant, quand vous rentrez chez vous aussi, vous vivez quelque chose. D'accord? Quand vous êtes devant votre livre de prière, vous vivez quelque chose. Quand vous parlez avec votre fille, vous vivez quelque chose. Quand vous prenez la main de votre garçon, vous dites, viens, on va parler, vous vivez quelque chose. En fait, il faut être vivant. Maintenant, il y a des gens qui vont, écoute, on doit parler, bon, bonsoir, ça va, bon, on fait le 5e, non, à demain, bon. En fait, ils vivent pas. Mais ils parlent, mais ils vivent pas. D'accord? L'autre, ses enfants, il les voit grandir, il les croise de temps en temps, tiens, t'es là, ah, t'es vivant. Ouais. Mais ils sont pas avec eux. Il va au travail, il est sur son ordi, il tape, il prend le téléphone, il y a un appel entrant, il sait plus où il a mis les bislis. Il travaille pas. Mais il y va. Après, il comprend pas pourquoi il n'est pas payé, pourquoi. Mais tu fous rien. Moi, je fous rien. Mais tu rigoles. En fait, il a pris une distance entre son vécu et lui. On dit en français, il vit pas sa vie. Mais alors, s'il vit pas sa vie, c'est une question. Qui c'est qui la vit? Là, il y a une vie, là. Le bon Dieu, il a donné une vie. Il t'a donné, je sais pas moi, 76 ans, 4 mois, 2 jours et 28 minutes et 16 secondes. C'est fixé depuis que tu es né, depuis que tu as été conçu. Mais si tu passes 15 ans dans le coma parce que tu ne savais pas que tu existais, après les 6 prochaines années à t'occuper du sexe opposé, après en épouser une, mais après être pris dans la tête parce qu'elle est tombée enceinte tout de suite, parce que les parents t'ont fou, parce qu'elle voulait absolument une maison, parce qu'après tu travaillais pour la bar mitzvah, après tu travaillais pour les meubles Ikea, après... Jusqu'à 40 ans, espèce de coma comme ça. Et un jour, tu ouvres les yeux, grâce à ta secrétaire qui t'a aidé à comprendre, que grâce à elle, tu as compris que ta femme avait vieilli, c'est espèce de contraste, d'accord? Et tu dis, j'ai jamais vécu ma vie, j'ai été jamais moi-même, j'ai pas profité, j'ai pas... Et qu'est-ce que ça fait jusqu'à maintenant? 39 ans de coma. En fait, tu n'as pas vécu ta vie. Ce qu'on appelle, nous, dans la Torah, un rachat. Les gens ils croient que rachat, nevela, mouchrat. Tu fais pas Shabbat, tu manges ta rêve. Mais en vérité, c'est pas grave pour un mort. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Comment ça s'appelle en français? La conscience. Comment ça s'appelle en hébreu? Le da'at. Donc, comment on appelle la vera, la faute? Et siyah hada'at. Comment on appelle en français? Perte de conscience. On l'appelle, j'adore ce mot, mais il est violent, mais bon, moi je trouve qu'il est vulgaire, mais bon, je l'utilise en conférence. Ça s'appelle le manque de présence d'esprit. C'est qu'il y a des gens, par exemple, ils font adultère, mais ils se rendent compte de la gravité que quand ils se font attraper. C'est un phénomène bizarre. Jusque-là, il était bien, il montait, il trichait, il payait en liquide, il embrouillait, il s'envoyait des textos, il s'envoyait des emails comme quoi il a rendez-vous à Carpentras pour un contrat et tout ça. En fait, il partait avec Catherine ou Mzroban, une des deux. Un jour, sa femme, elle tombe sur un texto qu'il n'a pas effacé. Merci pour cette nuit merveilleuse, je t'embrasse partout. Signé Katrina. Lui, elle s'appelle Freha, donc elle sait que c'est pas elle qui a écrit le texto. Parce que des fois, il dit ouais, avec les grossesses, t'as des pertes de mémoire. Mais elle sait que c'est pas elle qui l'a écrit. En plus, c'est pas son genre d'écrire dans un texto, je t'embrasse partout. Même pour les gens qui ont une difficulté à se déplacer dans le physique. Alors elle dit à son mari, mais c'est qui cette Katrina? Alors lui, évidemment, il dit, bah, c'est Katrina, chérie, mais enfin, c'est un ouragan qui a détruit la moitié de la Louisiane. Et après, les mensonges, les embrouilles, les non-dits. Après, le transfert de culpabilité. De toute façon, c'est ta faute, t'as trop grossi. L'autre, la pauvre, elle ne savait pas qu'en grossissant, elle perdait son mari. Pareil, c'est la chita du Rav Cellulite. Je ne connais pas. Ouais. Et après, il dit la vérité. Qu'en fait, ils n'ont pas entretenu le couple, qu'il ne s'est pas investi. Et que malheureusement, il a fait une grave erreur que même les goïs m'ont compris. C'est que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Ah, c'est un Rav marocain qui a dit ça. Ça s'appelle Bou al-Sara, très connu. Ah, je vois que vous avez de la littérature marocaine. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, que tu étais absent de ton couple. Ouais, toi, c'est pareil. Tu
trouves une seringue en dessous du lit de ton fils, tu te mets à crier, tu vois qu'il s'est lancé dans la pâtisserie, parce qu'à chaque fois que tu le vois, il a de la farine ici. Tu dis, mais mon fils, il faut la pétrir, la farine, il ne faut pas l'aspirer. Ah c'est pas évident. Ouais. Et tu tombes des nues, ouais, comment ça se fait? J'ai fait l'Alia et mon fils, il est tombé là-dedans, alors que on était tranquille. À Vichy, il n'a jamais fait ça. Pour te dire que le gars, il était khalal plus loin encore. Ouais. Je te dis, c'est pas que ton fils, il a fait une bêtise aujourd'hui. C'est juste que tu t'es rendu compte que tu étais absent de sa vie. Puisque lui, il a été compensé. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Ne dis pas le business, il marche pas. Tu bosses? Non, je bosse pas. Ne dis pas, ma femme, elle est malheureuse. Mais tu as le souci de son sourire. Non, pourquoi? Mais c'est toi la source de son sourire. Et c'est pareil pour une femme. Une femme, elle doit tout faire pour faire plaisir à son mari. C'est comme ça. Vous avez un seul but dans la vie, c'est le sourire de votre mari. C'est ça le but. Si vous ne trouvez pas le secret, demandez à Victoria. D'accord? Et lui c'est pareil. D'accord? Il doit... Ah, il y a quand même de la réactivité. Et lui, c'est pareil. Lui, il doit avoir un seul souci, c'est son sourire. Alors, il va te coûter très cher. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi les femmes, elles dépensent tellement? Je dis, c'est le prix du sourire. Il m'a dit, alors? Je dis, bah, tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Donc, tu payes, elle est contente. Tu lui donnes la facilité de paiement, tu lui donnes la carte noire. Elle est heureuse. C'est normal. Mais si tu lui dis, écoute, mon amour, il reste 26 shekels pour préparer Shabbat, et j'ai invité toute la synagogue, elle a déjà un tabouret, il lui manque une corde, elle va trouver une solution. D'accord? C'est logique. Alors comment tu peux être en dehors des réalités à ce point-là? Ce qu'on appelle en français le macronisme, d'accord? C'est parce que tu es détaché. Parce qu'entre le Rossé et le Merassé, il y a une distance. Ouais, tu vis pas ta vie. Comment on appelle ce manque de contact avec la réalité? On appelle Chisaron Da'at. Le manque de Da'at. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? En Aniout ki Aniout Da'at. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que la pauvreté du Da'at. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est que, en fait, tu n'as pas la perception et la maîtrise du Da'at. Et le Da'at, il est où? Il est là-bas. Il est à l'origine de la personne. Il est au centre de la personne. Il est ce qu'on appelle le Mékor, la source. C'est le même endroit où il y a le Ratson, la volonté. D'accord? Pour ça que Mékor et Ratson, c'est la même Gematria. Et c'est la même Gematria aussi que Shemo. Shemo, c'est son nom. Et c'est quoi le Shem de quelqu'un? Le Shem, c'est la réputation. La réputation, c'est quoi? C'est l'image complexe qui est créée par l'ensemble des actes que tu perçois chez quelqu'un. Oui? Et les actes, ils sont l'expression de la volonté. La preuve, c'est qu'on te juge, toi, sur tes actes. Tu dis, mais peut-être que mes actes n'ont rien à voir avec moi. Mais tes actes, c'est toi qui les as accomplis. Donc vous avez compris. Ton nom, tes actes, ta volonté, d'accord? Donc c'est normal que la volonté qui est la source de tes actes, la volonté, c'est mes corps, d'accord? C'est la même valeur numérique que mes corps. Et la même valeur numérique que Ratson, et la même valeur numérique que Shemo. Voilà. C'est QFD. Ce que fait Dieu. C'est pas mal. Ça peut se vendre dans un pays comme ça où je viens pas souvent. D'accord? Donc vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Alors si je comprends ça, cette distance qui est entre moi et moi, oui, elle fait que je vis pas ma vie. Alors je te dis, mais comment tes yeux, ils ont pu aller là-bas? Bah, tes yeux, ils ont été parce qu'il n'y a personne qui a décidé, puisque dedans, il n'y a personne. Ou pire encore, il y a quelqu'un, mais c'est pas toi. Je vous rappelle qu'il y a une loi en physique qui dit que la nature n'aime pas le vide. Vous connaissez cette loi? Donc vous prenez une bouteille d'eau, vous la videz, il y a de l'air dedans. Qui a mis l'air? Le fabricant d'eau, il a mis l'eau dans la bouteille. Toi, tu as enlevé l'eau. Ouais. Mais l'air qu'il y a dedans maintenant, qui l'a mis? Rien. C'est pour ça qu'on appelle l'air de rien. Ouais. Ça veut dire qu'en enlevant l'eau, tu as laissé rentrer l'air. Vous me suivez ou non? Donc quand tu as enlevé la joie de ta vie, tu as laissé rentrer la tristesse. Quand tu as enlevé la Torah, tu as laissé rentrer la Touma. Quand tu as mis la Touma, tu as fait sortir la Torah. Les vases communicants. C'est d'une simplicité abominable. Tu dis, non mais j'ai besoin de relire Aristote. C'est pas la peine. Je t'ai tout résumé en une phrase. Tu as besoin maintenant? Tu dis, oui, mais j'ai besoin de relire Freud. Mais arrête, tu deviens fou, mais t'es Perrier ou quoi? D'accord? Donc c'est quoi? C'est que la personne, au fond, on a besoin de... Il y a un temps de réactivité quand même. Hein. Je
pense pas que c'est l'altitude, puisqu'on est au niveau de la mer, mais quelque part, le niveau de la mer, c'est le niveau zéro. C'est pas grave. D'accord. Donc maintenant, donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, le Rav, il n'arrête pas de s'éclater. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez compris maintenant que les yeux, en fin de compte, on a dit, ça va être les caméras. Ils vont rapporter au cœur. Le cœur, il va juger avec ça. Mais les yeux, ils ne vont rapporter que ce que le cœur cherche. Donc, pour ça qu'on a dit, il vaut mieux que tu cherches ce que tu cherches plutôt que tu crois que tu trouves ce que tu cherches. D'accord. Et bizarrement, Rashi, là-bas sur place, quand c'est marqué Velo Tatourou, à la fin de la parasha de Shlach, Rashi dit Velo Tatourou, ouais, Kemo, la tour est à Haaretz. Comme, ouais, explorer la terre. Parce que c'est le même langage. Velo Tatourou, ne vous détournez pas. Et au début de la parasha de Shlach, ouais, les explorateurs sont partis pour la tour est à Haaretz. Ouais, c'est quoi la tour? Explorer. C'est pour ça qu'il s'appelle un tour opérateur. Magentour, Bratour, ouais, Tour de France, à cause de ça. Parce qu'en fait, bon, Tour de France, je ne suis pas très sûr. D'accord, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand les explorateurs sont partis, ils ont trouvé. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé que la terre est dangereuse. Ils ont trouvé que les fruits sont déformés de taille, sont gigantesques. Ils ont trouvé que là où ils arrivaient, il y avait des gens, on était en train d'enterrer des gens, genre tout le monde meurt. Ouais, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils ont cherché. Parce qu'eux, en vérité, ils ne voulaient pas perdre leur statut. Ouais, en tant que. Ouais, et les bénis Israël avaient peur. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme politique? Il fait plaisir à celui qui le représente. Donc qu'est-ce qui se passe? S'il veut être réélu. Ouais. Parce qu'au début, il te dit j'ai des projets, et puis après, ils disent on va voir qu'est-ce que l'opinion publique pense. Je ne comprends pas, l'opinion publique, elle t'a nommé pour que tu diriges, et maintenant toi, tu dis je vais tenir compte de l'opinion publique. Mais l'opinion publique, elle ne sait pas, elle est perdue. Donc il faut un dirigeant. Or toi, dirige. Tu te dis non, je ne veux pas diriger parce que j'ai peur de ne pas être réélu. Donc je tiens compte de ce qu'ils disent. Mais eux, ils ne savent pas ce qu'ils disent, puisqu'ils te demandent à toi de décider. Ça tourne en rond. Alors, c'est comme si quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, il dit toi. Alors il y a pire, les gens ils viennent te dire qu'est-ce que vous feriez à ma place? Il me dit, si vous étiez marié avec cette femme-là, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je dis, d'abord, tu dis Chas v'Shalom. Ça veut dire que personne ne peut exister à ta place. Ni un rave, ni un psychologue, ni un... Personne. C'est ce qui est marqué. Im en anili mili. C'est Pirkei Avot. Im en anili mili. Ouais, ça veut dire que si je ne suis pas pour Émilie, mais qui est pour Émilie? Non, im en anili mili, ça veut dire si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Mais il est bizarre ce langage. Parce que moi j'étais à l'école juive, j'étais jeune, j'avais 17, 18, je ne me rappelle pas. Je découvrais les chachamim. Je ne savais pas moi que ça existait, qu'on peut mettre toute la sagesse dans une phrase. Moi j'étais jeune. Alors moi j'ai posé une question idiote, elle n'engage que moi, au pire j'ai raison. J'ai dit, mais c'est pas ça qu'il fallait marquer. Il fallait pas marquer im en ani li mili. Il fallait marquer im en ani mi ani. Si je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que la seule chose que la meilleure personne qui t'aime au monde, elle ne peut pas faire, c'est toi. Je dis, mais non. L'autre, il ne peut pas être moi. Très jeune, tu as une maladie. Tu dis, alors écoute, tu m'aimes vraiment? Ok, bon, viens, on va juste faire un transfert de sang, tu prends mon cancer. L'autre, il dit, non, je veux pas. Après, tu dis, bon, tiens, est-ce que tu peux assumer à ma place mes enfants? Attends, c'est les tiens. Bon, il y en a une partie, c'est les miens, mais le reste, c'est les tiens. D'accord, donc, c'est le voisin, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être à la place de l'autre. Tu peux pas. Im en ani ani mi ani. Alors, pourquoi c'est marqué im en ani li mi li? Au lieu de marquer si moi je ne suis pas moi, qui est moi, il fallait marquer si. Pourquoi c'est marqué si moi je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Comme s'il y a un moi qui s'occupe de moi pour que mon moi devienne moi. Ben, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le marassé et le merassé. Donc moi, je suis le gestuel qui applique et moi, je suis le volontaire qui décide. Maintenant, ma volonté s'applique à travers mes actes. Mais si moi, encore une fois, puisque la nature n'aime pas le vide, je ne mets pas mon moi à l'intérieur,
parce que je ne fais pas de la valorisation personnelle, parce que je ne me connais pas, parce que je ne me maîtrise pas, parce que je n'ai pas fait ce travail de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de respect de soi, de caravate en soi, de peinture sur soi. Donc, comme je n'ai pas fait ce travail, donc il n'y a pas de moi à l'intérieur. C'est pour ça que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Maintenant, si je sais fondamentalement que je suis personne, comment je peux exiger le respect qui est dû à la personne, puisqu'il n'y a personne? C'est pour ça qu'en hébreu, le mot ani, c'est les mêmes lettres que le mot aïn. N. Le N, c'est le néant, la négation, et ani, c'est le jeu. Donc si ton ani n'est pas devenu ani, il va devenir aïn. Maintenant, si tu es N, ne dis pas comment ça se fait que les gens ne me rappellent pas, on ne tient pas compte de ce que je dis, alors mon avis il vaut 0, et on dirait que je ne suis même pas là, les gens ils me marchent dessus, quoi, je suis invisible. Mais tu es invisible, puisque tu es personne. Ah, tu dis, alors comment on fait pour ne plus être personne? Ben, pour plus être personne, il faut être quelqu'un. Ah bon? Et quelqu'un, c'est quoi? Un, c'est unique. Donc quelqu'un, c'est qu'il faut que tu dévoiles ton côté unique. Ta neshama, ta personnalité, tes choix, ta vie, ton avis. Il faut que tu exprimes. Exprime à l'extérieur. Si tu n'exprimes pas ton côté unique, c'est deux solutions. Soit parce que tu ne l'as pas découvert toi-même, ouais, soit parce que tu n'as pas la force de l'exprimer. Donc dans un premier temps, tu dois développer ton moi, ouais, et ensuite tu dois le réaliser. Ok. Maintenant, si tu n'arrives pas à être quelqu'un, automatiquement tu vas être quelconque. Confirmation par texto. Ouais. Il y a des gens qui suivent. C'est beau. Ça fait plaisir. Vous avez vu la réactivité? Tac. Il y en a, il m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je dis, regarde ma capacité de répartie, tu vas comprendre. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris l'idée ou non? C'est que quand tu vas pas être quelqu'un, tu vas être quelconque. Maintenant, tout le monde sait que c'est un onque. Je veux dire, il ne faut pas être prof de grammaire pour savoir que quelconque, ça veut dire quelconque. Si vous allez dire, mais c'est un peu violent. Mais non, puisqu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence. La bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Donc le contraire de l'intelligence, puisque l'intelligence, c'est l'adaptation. Donc la bonnerie, c'est l'inadaptation. Maintenant, quand tu es inadapté, c'est parce que tu n'es pas en relation avec ta réalité. Quand tu n'es pas en relation avec ta réalité, deux raisons. Soit parce qu'il y a trop de distance entre toi et ta réalité, manque de confiance en soi. Soit parce que tu n'as pas développé un moi qui pourrait être en rapport avec la réalité. Donc en fait, le choix d'être intelligent ou d'être le contraire, ouais, en fait, c'est le choix d'être vivant ou d'être mort. C'est pour ça que l'imbécile aussi, il s'appelle mort. Bah oui. Parce que l'imbécile, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie, qui n'a pas la connaissance et qui n'a pas la maturité de vivre la vie qu'il aurait pu vivre. Et même s'il a vécu une vie, la vie qu'il a vécue, c'est pas la vie qu'il aurait pu vivre. Donc cette vie-là, elle n'a pas été vivante. Donc elle était morte. C'est une grave maladie. C'est des gens, à chaque fois qu'ils font une bêtise, tu dis c'est pas bien, tu dis je sais, c'est assourd, je sais. Fais attention à ton couple, je sais. Ton fils il part en vrille, je sais. Regarde où tu marches, je sais. Fais attention au business, je sais. C'est des gens, toute leur vie, ils ont dit je sais, je sais, je sais. Ça doit être des connaisseurs de malades. Parce qu'ils ont toujours dit je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais? Vous savez pas? C'est qu'un jour, il va dire si j'avais su. Moi, combien de fois les gens ils écoutent le cours sur le Shalom Bayit? Mais Rav, si j'avais su, j'aurais pas divorcé. Pourquoi il était interdit d'écouter le cours? Il m'a dit mais si j'avais écouté les cours sur l'éducation, si j'avais appris la Torah, si j'avais appris la Gemara, si j'avais su, mais qui t'a empêché de savoir? Même les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la foi. Alors vas-y, va te renseigner. Moi aujourd'hui, j'ai 57 ans. Quand un gars il vient, il me pose une question, il me dit pourquoi c'est comme ça dans la Torah. Moi j'ai une question, j'ai dit moi combien d'années Yeshiva t'as fait? Il m'a dit aucune. Je dis bah alors ferme-la. Est-ce que moi je pose des questions sur la chirurgie? Est-ce que moi je pose des questions sur la gravité terrestre? Je me tais, parce que je sais ce que je sais pas. Mais toi qu'est-ce que tu fais? Tu poses une question sur un truc que tu sais pas, alors que tu sais que tu le sais pas. Donc c'est pas pour avoir une réponse. C'est pour utiliser la question pour éviter justement l'engagement qui est généré par la réponse. Et ça, Baba, c'est déjà psychiatrique.
Alors pourquoi tu veux une réponse? Je vais prier pour ta réfoua chez les mains si tu veux. Parce que déjà, tu n'es même pas libre de tes intérêts et tu crois que tu as une question intellectuelle. Ils ne savent même pas ce que c'est l'intellect, les gens. Ils confondent gérer et digérer. Ça n'a rien à voir. L'intellect, il est objectif. S'il est subjectif, ce n'est pas de l'intellect, c'est de l'intérêt. Donc l'histoire, elle ne commence même pas. Donc maintenant, si toi, tu ne connais pas le taux d'intérêt de ta réflexion, puisque l'intérêt déforme la réflexion, donc tu n'es pas libre dans ta réflexion. Puisque tu ne connais pas le taux de déformation de tes intérêts dans ta réflexion. Maintenant, dans tous les choix qu'on fait, dans tous les jugements qu'on a, dans tous les regards qu'on a, il y a toujours un intérêt. Je ne dis pas il n'y a pas d'intérêt, non, il n'y a pas d'intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi tu t'intéresses? Donc l'intérêt, qu'il soit négatif ou positif, il va orienter ta réflexion. Donc déjà, tu vas accepter qu'il y a un intérêt. Et ensuite, tu vas essayer de comprendre quelle est la dose d'intérêt. Peut-être 10%, 20%, 40%. Nous, on appelle ça le shohad. Ouais, ils appellent ça l'intérêt. C'est-à-dire combien ta pensée est déformée. C'est comme si tu tires. Tu sais, tu vas au tir dans une foire, tu tires, tu rates. J'en ai marre. J'ai payé 100 euros, à 1 euro le coup, et ça fait 100 fois que je rate. Il y a un mec qui vient à côté de toi et dit hey, les fusils, leur canon, il est tordu de 3%. Tu vises. Ouais, et après tu te recadres de 3%, tu vas tirer dedans. Tu connais le taux de déformation du fusil. Vous me suivez ou non? Maintenant, si toi, tu connais le taux de déformation de ta pensée, si toi, tu connais le taux de déformation de ta réactivité, là, tu t'es pris la tête avec l'autre. Mais si tu analyses, tu dis, mais c'est de la gava. Donc, c'est pas l'autre le problème, c'est toi. Là, c'est ça de la susceptibilité. Là, c'est pas que tu n'es pas d'accord, c'est que tu es psychorigide. Donc, ça n'a rien à voir avec d'accord, pas d'accord. Parce que je rappelle que pour ne pas être d'accord avec quelqu'un, il faudrait être d'accord. Il faudrait pouvoir être d'accord. Et pour pouvoir être d'accord, il faudrait que tu saches quel est l'argumentaire de l'autre. Mais l'argumentaire de l'autre, tu ne l'écoutes pas puisque tu n'es pas d'accord. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être pas d'accord parce que tu ne peux pas être d'accord. Par contre, quand tu as écouté l'argumentaire de l'autre, tu peux être pas d'accord. On dit la grandeur de Beth Shammai, c'est qu'il connaissait l'argument de Beth Hillel. Mais l'argumentaire du Beth Hillel était tellement compliqué qu'il fallait 2 ans et demi pour le formuler. Mais ils ont eu la patience quand même d'apprendre l'argumentaire de l'autre. Et aussi, Beth Hillel, il connaissait l'argumentaire de Beth Shammai. Ça, c'est Mahloket et Shem Shammai. Mais si moi, je ne sais même pas ce que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, tu lis n'importe quoi. Vous les hommes, vous les Marocains, vous les lourds, vous les trucs, vous les femmes, vous les... Qu'est-ce que tu veux alors? Tu ne parles pas avec moi alors? Et communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Ne pensez pas aux choses que vous allez régler en rentrant. Restez concentrés sur vous, pas sur l'autre. Parce que le meilleur coiffeur du monde ne peut pas shampouiner la tête de la personne qui n'est pas là. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Que la personne, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maîtriser à la racine. D'accord? C'est comme quand tu veux faire des économies, tu remontes au départ. Tu veux réorganiser ton business, tu remontes au départ. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment ça se passe? Quels sont les postes? Quel est le rôle de chacun? Donc tu remontes au mécor. C'est quoi le mécor? On a dit c'est le cœur. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Vélo tatourou acharel evafrem. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qui sont partis la tour et Haaretz. Donc les explorateurs, encore une fois, ils ont trouvé ce qu'ils ont cherché. Oui, tu cherches des problèmes, tu trouves des problèmes. Tu cherches des défauts, tu trouves des défauts. Tu cherches la haine, tu trouves la haine. T'es parano. Ah, tu dis, ouais, il m'a pas regardé. Mais t'es parano. Tu veux ou non? Après tu dis, il m'a vexé. Comment il t'a vexé? Il t'a pas vexé, il t'a croisé. Oui, mais il n'a pas insisté. Ils m'ont pas invité 4 fois à la bar mitzvah. Hey, on n'est plus à Warzazat en 1918. Bon, bah, ça y est, maintenant, tu reçois un texto, tu réponds pas. Crève, je te dis, réfléchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu refuses la réalité. Alors, où tu vas te réfugier? Alors, la moitié des gens, ils font un transfert de culpabilité, parce que c'est ça l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Et les gens intelligents, ils comprennent qu'on est toujours seul. En fait, on est seul. Tu dis, mais non, mais il y a la famille, il y a l'ambiance, il y a la communauté, il y a le groupe. Ok, bien sûr. Mais en fait, on est seul. La preuve à la naissance, combien on sort du ventre de la mère? 1, 2, c'est comme ça. 3, c'est un record. Imagine, on sortait 22. Allez, Madame Cohen, il en reste 11. Tu dis, on ne peut plus garder les... Donc, quand on sort du ventre de sa mère, on sort seul.
Quand on quitte ce monde seul, vous savez ça. Il y a le grand-père, je donne toujours le même exemple parce qu'il est très clair. Il est sur le lit en train de mourir. Alors sa femme, Marinette, elle lui dit alors, Gaston, tu me laisses, tu m'abandonnes, encore une gaffe, Gaston. D'accord. Bon, les enfants, ils disent, papy, papa, on a besoin de toi. Qui c'est qui va s'occuper du magasin? Qui c'est qui va nous payer le loyer? Les petits-enfants, ils disent, papy, qui c'est qui va nous gâter? Il n'en peut plus, le grand-père, ils sont trop en train... Déjà, il est en train de mourir, en plus, il lui pèse sur la gueule. Ouais. Il leur dit, bon, ok. Vous pouvez pas me quitter, vous avez trop besoin de moi. Allez, ça va. Qui c'est qui vient? Écoute, papy, par devant, laisse-nous un numéro, on va te mettre un téléphone dedans, on sait jamais si tu te réveilles. Le Mzroub, il n'a pas chargé la batterie. D'accord? Mais maintenant, ils sont en train de partager les studios. Tu crois qu'on se prend de la tête avec un mec qui revient? D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est seul et on meurt seul. Alors, qui t'a dit qu'entre les deux, on est plusieurs? Si vous allez dire, mais c'est angoissant quand même. Là, franchement, là, c'est névrotique. Votre discours, il est névrotique. Mais je vous rappelle, que les gens qui sont bien seuls, ils sont bien avec tout le monde. Et les gens les cherchent. Mais les gens qui sont mal seuls, ils veulent toujours être entourés. Et les gens les fuient. Le monde est mal fait. C'est bizarre, non? Le mec qui a besoin des autres, il est tout le temps là. Tu me rappelles pas, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu fais chantage émotionnel, c'est pas normal. Je comprends pas, je te vois pas, tu traverses pas la rue pour venir me voir. Alors tu m'invites pas, alors que je suis qui? Je suis mort, je suis sûr. Et qui dit, tu sais quoi? Je vais prier pour ta mort, pour te soulager. Tellement tu m'as saoulé. Et l'autre, il a besoin de personne. Il est bien, il est équilibré, il a sa joie, il a sa simcha, il est bien. Je peux vous parler, je vais faire des choses avec vous. Viens, on s'associe, je te donne l'argent, viens, on fait un business. Non, mais j'ai pas besoin, je suis bien. Celui qui est autonome, tout le monde le cherche. Celui qui est dépendant, tout le monde le fuit. C'est bizarre, non? Encore une fois, pourquoi? Parce que celui qui est dépendant, ça veut dire qu'il a besoin de l'autre moi pour être lui. Mais le gars, il dit, mais mon moi, il est déjà occupé, baba. C'est comme les toilettes, on ne peut pas s'asseoir à deux. Et c'est marqué, Aosek ba mitzvah, pator mina mitzvah. Donc moi, je suis déjà occupé à la mitzvah d'être moi. Tu veux que je sois toi? En plus, tu me le reproches. Oui, si tu étais à ma place, hein, si tu vivais ma vie, hein, et pourquoi tu décides pas pour moi? Et pourquoi tu me prends pas en main? Et pourquoi tu me prends pas en charge? Et pourquoi tu me soutiens pas? Et pourquoi tu me supportes pas? Je vous rappelle que l'exigence génère l'insatisfaction. L'insatisfaction génère les aigreurs. Les aigreurs produisent le vinaigre. Et le vinaigre conserve les cornichons. Ça s'appelle la perpétuité chez les Ashkénazes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ils aiment les cornichons. Aigre doux. Tu ne sais pas s'il va te planter par devant ou par derrière, mais il va le faire, ça c'est sûr, il faut y croire, c'est une perpétuité. J'exagère, bien sûr, tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu dois regarder ce que tu génères et tu dois regarder d'où est-ce que ça vient chez toi. Maintenant, si tu as un fond de dépression, ne t'étonne pas que tu distribues ta rhum partout. D'accord? Si t'es fou dans ta tête, c'est normal que tu accuses tout le monde. Si t'es orgueilleux, c'est normal que tu dis pour qui il se prend. Mais il se prend pour lui, c'est toi qui te prend pour rien. Donc je dois aller à l'origine de la chose. Ouais. Et on a dit, c'est quoi l'origine? Le da'at. Vous vous rappelez ou non? C'est que chez moi, je dois chercher le da'at. Chez moi, je dois chercher qu'est-ce que je cherche. Chez moi, je dois chercher l'origine de la chose. Alors c'est très intéressant parce qu'au début de la paracha de Shlach, donc je vous rappelle l'histoire pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est que les Bnei Israël ont voulu envoyer des explorateurs. Hachem, il leur a dit, la terre, elle est bonne. Eux, ils ont dit, bon, on ne sait jamais, on préfère expertiser. Ils ont dit, on envoie des explorateurs. Hachem a dit, moi, je ne veux pas envoyer des explorateurs. Maintenant, Moshe, il est embêté. Parce qu'il a les Bnei Israël d'un côté qui demandent les explorateurs. Il a Hachem de l'autre côté qui dit, moi, j'en veux pas. Et Moshe, il est au milieu. Comment il va faire? Donc lui, il adresse la demande des Bnei Israël à Hachem. Il dit, voilà, Hachem, ils veulent des explorateurs. Ouais. Maintenant, Moshe, il ne parle pas en son nom, il parle au nom des Bnei Israël. D'accord? Mais bizarrement, Hachem, au lieu de répondre aux Bnei Israël, il répond à Moshe. Et même quand il répond à Moshe, il aurait pu dire à Moshe, que eux, ils envoient. Chez Ishlechu. D'accord? Qu'eux, ils envoient. Qu'est-ce qu'il dit? Shlach lecha. Shlach lecha.
Ouais. Envoie pour toi. Envoie-toi. Moi, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qu'il dit le Lachon? Regardez le Rashi comment il dit. Shlach lecha. Ouais. Envoie-toi. Les dartecha. Selon ton opinion, selon ton intention. Ani eni mesavelecha. Moi, je t'ordonne pas. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. Ça fait un peu dialogue de sourds, non? Les Israël, ils veulent envoyer. Ils veulent envoyer, ils veulent envoyer. Comme disait Confucius, Colloir de Mazzalo. D'accord? Donc, eux, ils veulent envoyer. Moshe, lui, il est parvé. Il dit, écoute, moi, vous me dites ce que vous voulez. Maintenant, je vous dis, Hachem, il ne veut pas envoyer. Il dit, bon, quand même demande à Dieu. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Envoie-toi. Il dit, mais je ne veux pas envoyer, moi, c'est eux qui veulent envoyer. Mais c'est toi leur envoyer, alors envoie-le. On dirait un vaudeville. Mais regardez Rashi, comment il est beau. Alors, la vérité, je n'ai pas lu cette interprétation quelque part. Je vais dire mon nom et je verrai ça avec Rashi, là-haut à 120 ans. Ouais. Rashi, il dit Shlach lecha, les dartecha. Les dartecha, c'est selon ton opinion, la traduction. C'est selon ton point de vue. Toi, tu veux envoyer, envoie. Selon ta volonté. Moi, je ne veux pas envoyer. Ok. Maintenant, moi, je le lis d'une autre manière. Les dartecha, c'est selon ton opinion. Mais les dartecha, ça veut dire aussi vers. Ani olech le Yerushalayim. Ouais, je vais à Yerushalayim. Donc, les dartecha, c'est va à ton esprit. Vous savez ou non? Va à ton da'at. Shlach lecha, c'est quoi lecha? Les dartecha, il dit Rashi. D'accord? Les dartecha. Sauf que le lecha, le toi, c'est quoi? Vers toi, c'est vers ton da'at. Donc il lui dit, les dartecha, va à ton da'at. C'est que quand tu as une question, quand tu as peur, quand tu es stressé, quand tu es névrosé, va à ton da'at. Tu veux Shalom Bayit, tu veux réussir cet examen, tu veux gagner cet argent, vas-y. Vas-y, va faire la vente. Ah, j'ai pas confiance en moi, truc. Tu veux te marier avec cette fille? Va lui parler. Ah non, c'est honteux, c'est honteux. Je comprends pas avec les goyotes, t'as une pêche du tonnerre dans toutes les boîtes de nuit. Maintenant qu'il s'agit de faire une feuille, t'as plus de force, monsieur, il devient castré mental, rave, faites l'homme à place. Mais je comprends pas, va parler, va discuter, va lui dire, vous habitez chez vos parents, je sais pas, introduit, fait une blague, vous êtes intelligente pour une blonde, je sais pas, trouve quelque chose. Bon, peut-être c'est mal commencé là, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que maintenant, bizarrement, le gars qui est vraiment le The dragueur, ouais, pitom, pour le mariage, il est devenu un timide. Le Bachouri Jivan, que Dieu protège. Allez-y, Rav, allez-y pour moi, parce que moi, j'ai pas la force. Je dis, écoute, premièrement, tu as 48 ans. Ce qui est la même guimatria que Moach, qui veut dire le cerveau. Bien que tu as dépassé Koach, 28 déjà, ouais. Mais il te reste Moach quand même, vas-y, non? Sinon, tu vas arriver à la même tête et là, ça va être difficile de distinguer parce qu'ils ont tous la même tête. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que les dartecha, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Rentrer dans cette école? Eh ben, va plaider ta cause, va te battre avec le directeur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux un meilleur prix? Alors, va discuter avec le propriétaire, va voir l'agent. Vas-y. Ah non, c'est honteux, c'est affiché. Mais c'est ça le commerce. Il y a un prix affiché, il y a un prix négocié. Allez, va te battre. Ah non, mais j'ai honte. Mais il te manque l'intelligence ou quoi? Je ne l'ai pas dit. Vas-y. Allez, bouge. T'es pas d'accord avec le Rav? Dis-le. T'es allé Shiva, tu as compris différemment le Rajba. Va voir le Rav, tu dis, écoutez, Mehila, j'ai compris différemment le Rajba. Ah, c'est honteux, le Rav, c'est honteux, le Rav. Eh ben, c'est comme ça la vie. Il va falloir que tu y ailles, non? Allez, mais j'y arrive pas. Oh, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas analysé pourquoi tu n'y arrives pas. Ah, comment je vais faire pour savoir pourquoi j'y arrive pas? Shlach lecha, les dartecha. Oui, remonte à ta tête, remonte à ta volonté première, remonte à ta nature profonde, remonte à l'état dans lequel tu étais au moment où la chose est arrivée. Pourquoi? Parce que moi, les gens, ils viennent avec des cas, avec des problèmes, avec des symptômes. Mais moi, je demande toujours la même question. Quel était le terrain au moment où la chose est arrivée? Le mec, il a une dépression. C'est pas comme ça lui tombe sur la tête. Il y avait une fatigue, il y avait un surmenage, il y avait un stress. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un terrain. D'accord? C'est pareil. Il vient, une troisième personne dans ton couple. D'où elle sort? Vous savez, les deux mains, vous les voyez, les deux mains, là? Si elles sont serrées fort, comme ça, on peut mettre une troisième main? Alors, comment elle est arrivée, celle-là? Parce que sur l'agenda de ta femme, il y a marqué libre. Accès libre. Mais si toi, tu es à ta place, d'homme, comment il arrive l'autre? Toi, tu es là, tu es gentil,
tu es sympathique, tu investis, tu es dragueur, tu es charmeur, tu organises, tu fais des choses, tu l'emmènes à Ibiza, chez le Rav Yitzhak Guetta. D'accord. Vous le connaissez, je vois. Ah, il y a certains Hazanim qui sont connus. Hein. Mais c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu es un mari qui prend ta place de mari. Toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Tu prends ta place de femme. Tu sais qu'est-ce que c'est un mari. Tu sais jouer ton rôle de femme. Et tu dis non, c'est pas évident. Qui a dit où c'est marqué? Je suis pas obligé, je suis pas obligé. Mais tu es obligé de rire. On est obligé de rire. Si on n'est même pas obligé de rester marié. Est-ce que je suis obligé de faire à manger? Mais tu fais pas manger. Donc il ne mangera pas l'amour que tu vas mettre dans le manger. Donc il va manger l'amour du pizzaiolo. Fais attention. Je sais, on va pas en faire un plat, mais c'est dangereux. Toi, tu lui repasses la chemise. Il y a ton amour dedans, dans le repassage. Ça va pas faire un pli. Il porte ta chemise que tu as repassée toi, il porte ton amour. Ouais. Tu passes du temps avec lui, tu parles avec lui. Il reçoit de toi. Toi, tu passes du temps avec elle. Elle reçoit de toi. C'est normal. C'est-à-dire que Binyan, le mariage, c'est une construction éternelle. C'est pas un bâtiment qui va durer l'éternité. Sinon, on va comprendre pourquoi la choupa, la musique de fond, c'était la 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 la. Les portes du pénitencier pour les gens qui n'ont pas été à l'enterrement de Johnny. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est que le mariage, c'est pas une prison, c'est un binyan adéad. C'est-à-dire que c'est une construction perpétuelle. Faut continuer. Moi, j'ai 32 ans de mariage, je continue à draguer ma femme. La mienne, hein. Parce que j'ai dit à quelqu'un, il faut draguer après le mariage. Il m'a dit quoi, Rav, vous me dites ça? Je dis, oh. Parce que tu entretiens ton couple. C'est pareil, l'enfant, tu entretiens des relations avec lui. Tu lui parles, tu rigoles avec lui, tu le dragues, tu le mets en situation, tu lui prêtes l'argent, tu t'arranges avec lui. C'est normal, tu tiens un lien. Tu dis non, tu sais, non. Moi, mon père, il m'a jamais parlé. Ok, mais ton frère, il s'est pendu. C'est vrai. D'accord. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une logique. Une fois, j'ai fait un cours sur l'éducation. Un bon cours. Vraiment, j'étais content, j'ai failli y assister. Et ça va. Et il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, Rav, il m'appelle une semaine après, il me dit, écoutez, Rav, j'ai écouté votre cours sur l'éducation. Ça m'a tellement troublé. J'ai été voir mon fils de 19 ans et je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, mon fils, il faut qu'on entretienne des liens, maintenant qu'on est des copains, tu as 19 ans, on peut échanger, on peut évoluer, on peut grandir, on peut faire des choses ensemble, c'est extraordinaire. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je dis, non, je ne sais pas ce qu'il vous a répondu. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je sens l'Alzheimer qui approche. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, mais papa, j'ai mis 19 ans à m'habituer à ton absence, tu veux que maintenant m'imposer ta présence? Oh, c'est violent. Ah, quand vous demandez à un enfant qu'est-ce qu'il pense de vous, mettez un gilet pare-balles. Hein. Dieu bénisse. Ça, c'est les enfants intelligents, imaginez les enfants bêtes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose dans la vie, si tu es croyant, si tu n'es pas croyant, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. Mais si tu es croyant, ouais, réfléchis à ta vie, réfléchis à ta tête, réfléchis à ta pensée, réfléchis à ton terrain. Parce que c'est le terrain, c'est sur le terrain que poussent les roses et que poussent les orties. C'est le terrain fragile de ton couple qui était la place idéale pour un tiers. C'est le terrain fragile de la relation avec ton enfant qui était la place pour la cocaïne et le shit. Parce qu'il y avait de la place. Mais si vous étiez collés comme ça, comment le mec il a été cherché ailleurs? Donc si tu lui parles pas, parce que tu lui as pas dit ce que tu penses, tu lui as pas dit ce que tu ressens, et la Torah l'a dit, dis-leur. Sinon le dealer leur dira. Et lui en plus il cherche à se fixer une ligne, et quelqu'un lui en prend plus une droite et blanche. T'as pas peur qu'il y aspire? Et on dit Sradé Shalom, ça n'arrive pas chez nous. Ça arrive partout. Encore un gars, il m'a dit Raven Chetrit, mon fils, il fume 10 joints par jour. Un gars qui a des moyens. Hein. Il m'a dit, il fume 10 joints par jour. Je dis, j'ai jamais vu une année avec 10 mois de joints. C'est la folie. On ne va pas mégoter non plus hein, sur les mots. Je lui dis, voyez, vous avez grandi dans la misère. Mais une fois, il m'a raconté sa vie. Il m'a dit, Rav, mon père, il a été interné. Ma mère, elle s'est enfuie avec un goy. On est restés avec mon frère. Ils sont venus les services sociaux. On leur a dit non, ils sont partis en vacances. Maintenant, j'avais mon frère de 14 ans. Moi, j'avais 16 ans et demi. Il m'a dit, vous savez ce que je faisais? Je volais dans la Zdaka
pour acheter une baguette et un coca par jour. On mangeait que ça. Et des fois, le Shabbat, on se faisait inviter chez un cousin, mais on n'osait pas lui dire qu'on n'avait pas mangé de la semaine. Ouais. Et ben il m'a dit un jour, j'ai pris le Parisien, que j'ai pris gratuit comme ça, je l'ai trouvé, j'ai vu une annonce, j'ai mis une chemise propre et un pantalon et je me suis présenté. J'ai dit que j'avais 18 ans, j'ai menti, j'ai bossé. Après j'ai racheté le magasin, après un deuxième, maintenant il a 28 magasins le gars. Ouais. Je dis ben oui. Il me dit alors et mon fils il se rend toute la journée. Je dis oui, parce que vous étiez dans la difficulté. Lui était dans la facilité. Donc vous avez fabriqué votre volonté sur le mur de la difficulté. Et lui, il n'avait pas besoin de fabriquer la volonté. Donc il a créé le lien différemment, ce qu'on appelle le joint, qui n'est pas étanche. Mais s'il avait bouffé du chien, si ça avait été dur, il serait battu. Mais lui, il ne s'est jamais battu depuis qu'il est petit. À chaque fois qu'il veut faire un effort, attention mon fils, il y a un tapis roulant. Il veut monter un escalier, il y a un escalator. Il redouble, il dit, t'en fais pas, je m'occupe, je m'arrange avec le directeur. C'est marqué sur le livret GD en bas du livret scolaire. Grand donateur. Mais il y a des choses que tu ne peux pas t'arranger, papa. C'est pour ça qu'il faut appliquer la chita du Rav. Un Rav marocain très très fort en éducation qui s'appelait Debrasek. Debrasek. Moi, je me rappelle avec mes copains, à 16 ans et demi, on ne demandait plus d'argent aux parents. On travaillait pendant les vacances. On avait peur, on avait honte. On voyait notre père toute la journée sur la machine à coudre, on a encore le tapé. Ouais. Maintenant, ils se marient, ils te demandent encore de les aider. C'est une génération, vous croyez, vous? L'idée, c'est simple. C'est que la personne, elle ne va pas vers l'autonomie. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de se laisser porter que de s'assumer. Donc quand il t'arrive quelque chose, encore une fois, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans le couple, que ce soit dans ta personne, que ce soit dans ta santé, que ce soit avec les autres, que ce soit géographique, que ça se passe en Israël, que ça se passe en France, réfléchis chez toi. La Gemara dit, celui qui a des difficultés, il réfléchit à ses actes. Bema'asav. Nous, quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les actes de l'autre. Pourquoi mon mari n'était pas là à la hauteur? Pourquoi ma femme n'a pas fait ce qu'il fallait? C'est la faute des enfants. C'est de toi si les enfants ils sont comme ça. C'est la faute du patron. C'est l'employé qui m'a planté parce qu'il ne bosse pas assez. C'est l'associé qui m'a volé parce que c'est un voleur. Arrête de penser que les problèmes ils viennent des autres. Cherche chez toi. Et tu vas dire, bah, c'est difficile. Parce que c'est troublant et ça dérange. Oui, c'est un syndrome très grave en psychiatrie qui s'appelle la remise en cause. Vous parlez français encore un petit peu, non? Je peux utiliser des mots en français, ça va? Ça, c'est des mots, malheureusement, qu'on utilise tout le temps, mais on ne réfléchit jamais à leur sens. La remise en cause. Alors, je vais vous faire juste en résumé, parce que vous êtes des gens intelligents. Dans remise en cause, il y a cause. C'est quoi la cause? La cause, c'est la loi de causalité. Il y a une cause. Chaque chose a une cause. Maintenant, la cause, elle-même, elle a une cause. Qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause. La cause première, c'est Dieu. Sur celui qui ne croit pas à la loi de causalité, ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu, il est la cause première. Donc, toute chose a une cause. Ok. Ça, c'est la cause. Donc, il y a un phénomène philosophique qui s'appelle la cause. Un phénomène physique qui appelle la cause, parce que la cause entraîne la conséquence, parce que action entraîne réaction. Ok. Après, il y a la mise en cause. Mise en cause, c'est déjà plus gênant, parce qu'à l'endroit de la cause, on t'a mis toi. On t'a mis en cause. Ouais. Toi, tu voudrais être mis en conséquence, mis en victime, mis en souffrance, mis en soutien, mais on t'a mis en cause. Vous me suivez ou non? Donc on t'a mis à la cause, tu es la cause. Donc en fait, qu'est-ce que c'est d'accepter la mise en cause en français? Ça s'appelle la responsabilité. D'accord? Je sais ce que vous allez dire. Oui, bah, alors c'est encore à cause de moi. À chaque fois que je vais à un cours d'un rabbin, je me sens culpabilisé, je me sens mal, je me sens pas bien. Eh bien, si tu te sens pas bien, regarde la télé. Et là, tu te sens mieux. Parce que là, tu te sens vraiment qu'on te prend pour ce que t'es. C'est un contribuable. Et c'est pas l'exportateur de Khnouna le plus grand du monde qui va me contredire, Cyril. D'accord? C'est pas grave. Mais quand même payé pour dire des bêtises. Et bien payé. Maintenant, moi, j'ai pas de la peine pour lui parce que lui, il encaisse. Moi, j'ai de la peine pour les gars qui passent 1 heure par jour à l'écouter. Parce que pendant ce temps-là, ils évoluent pas. Après, tu t'étonnes que ta vie est pas en Khnouna. Mais c'est normal.
Donc c'est quoi l'idée? De quoi je parlais? Ah oui, donc la responsabilité, c'est d'accepter la mise en cause. Ok. Maintenant, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils prennent mal la mise en cause. Pourquoi? Parce que quand je dis que c'est à cause de toi, ça veut aussi dire que c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Si tu es la cause de l'échec, ça veut dire que tu es la clé du succès. Si je te dis c'est à cause de toi que l'enfant il est comme ça veut dire que c'est grâce à toi que ça peut s'arranger. Alors pourquoi tu as pris la dimension névrotique de à cause de moi au lieu de prendre la dimension positive de c'est grâce à moi? C'est la même chose à cause de toi parce que tu es la cause. Le billard, au billard, tu tapes, ça va dans le truc, tu tapes, ça va à côté. Tu dis, oh, les boules sont tordues. Mais non, papa, les boules, c'est des boules de billard. Maintenant, toi, tu tapes bien ou tu tapes mal. Maintenant, quand tu vois qu'un gars, il arrive à mettre la boule, je sais pas quoi, rouge, en 8 bandes, c'est ce que c'est, ouais, tac, 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 il tape la rouge, elle rentre. Waouh! Comment ça s'appelle en français? L'anticipation. Ben lui, il est bon au billard, lui, il est bon au montage financier. Le mec, il a acheté un truc à 180 millions d'euros sans un centime. Je ne peux pas vous dire que c'est parce que vous le connaissez. Le mec, il n'a pas mis un centime. Il a fait un montage. Un montage. Je ne sais pas si, mais 180 millions d'euros, rien. Parce que le mec qui vendait, il a dit combien tu vends? Le mec, il a dit je vends à 300. Il dit tu sais quoi? Non, bah disons, il a dit je te le vends disons à 150. Le mec, il dit tu sais quoi, je t'achète à 190. Il a dit, mais t'es fou, ça coûte 150. Je t'achète à 190. T'es OK? Bien sûr que je suis OK, t'es un fou, c'est normal. Dis-moi les 190, tu peux me faire 40 millions de crédits dessus? Il a dit, ouais. Je te demande pas de me les donner. Tu me fais une lettre comme quoi, moi, j'ai 40 millions chez toi. Il a été voir un fonds d'investissement américain. Il dit, j'ai 40 millions. Je vais acheter un truc à 190. Vous me prêtez 100? Bien sûr, monsieur. En plus, on a l'hypothèque sur la truc. Le fonds, il a prêté 100. Mais au moment de la signature, il n'y avait rien. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup de poker, il a dit au mec, bon, dis que j'ai déjà payé. Le mec, il a prêté l'argent, le rejoint, il est rentré, l'autre, il a payé tout le monde. Il a même zéro. Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'arrives même pas à négocier un falafel et que le mec, il a acheté un truc à 180 millions d'euros. C'est passé dans les journaux et tout. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est chacham et toi, tu es timide. Toi, tu es raisonnable et lui, il est fou. Mais une folie positive. Il est fou. Ouais. Il n'y a rien, il l'a fait le mec. Vous me suivez ou non? Vous allez me dire, oui, bon, ça c'est dans l'argent. Mais il y a un jour, un matin, il y en a un, il s'est levé, il a dit, je vais apprendre le Talmud. Il a passé 15 ans, il a fini le chasse. L'autre, il a dit, je vais connaître Shulchan Aruch, il est devenu Dayan. Pourtant, il était sans kippa en jean à Sarcelles. Il a pris sur lui, il est devenu Dayan. Donc il est fou. Donc en vérité, tu as juste le choix d'être fou ou d'être pauvre type. C'est pareil, tu la vois, la grande, la belle, la carambeu. Ouais. Mais elle s'appelle Chiche-Portiche, celle-là. Tu dis, va lui parler. Ah non, bon, c'est vrai, je suis un ex-mannequin, mais j'ai honte, je suis introverti. Le petit gros, le chauve, il a blagué, il a rigolé, il a fait tarak, tarak, tarak. Elle était contente, elle était bien, elle s'est sentie bien, il s'est confié, elle s'est confiée. Ils se sont trouvés des points communs, ils sont mariés. Tu les vois là ou pas? Tu dis, c'est pas possible. Un pou avec une statue. Et en plus, t'es invité, le gars. Et toi, t'es là-bas, tu dis, mais il se marie avec ma femme. Oui, mais t'as pas osé. Et quand t'oses pas, t'es jamais très loin du t'oses pas. Puisque t'oses pas. Ah, je l'ai pas dit. Ouais. Faut oser, ose. Moi, je connais des gens pour avoir des rendez-vous avec des gros chefs d'affaires. Le mec, il est monté par la gouttière extérieure. Il y avait le barrage de la secrétaire. Le mec, il est monté par la gouttière. Un fou. Il a cassé la vitre, il est rentré. Il dit, mais vous êtes un malade. Il a dit, non seulement je suis un malade, mais en plus vous allez traiter avec moi. C'est ce qu'il a fait, le mec? Il l'a renvoyé? Non, il a dit, tu deviens chef des vendeurs. Parce qu'un fou, il est fou. Mais toute la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle Azout. Azout des Gdoucha. Ouais, l'insolence dans la sainteté. Comme il existe l'insolence dans la pureté, parce que pour aller toute nue sur un bar, il faut une certaine insolence quand même. Ouais. Il y a aussi une Azout de Kedoucha, de dire, eh ben, on va créer un orphelinat avec 10 000, pour 10 000 enfants. Et on va payer l'hôpital à Dassa. Il faut une Azout. Parce que si t'as rien, t'es milliardaire, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire cette année, mon amour? On vend le yacht ou... Ouais. L'autre, elle a rien, elle paye le... C'est que l'hôpital à Dassa, il était payé à 80% par une femme qui n'avait même pas $1. Je vous rappelle qu'un appareil de radio, ça coûte 100 000 $. Un hôpital, ça coûte combien? Elle a dit, c'est pas normal qu'il n'y a pas un grand hôpital. Elle a été voir les donateurs. Alors vous allez me dire, ah, alors c'est pas elle qui l'a payé. C'est les donateurs. Dis-moi, réfléchis.
Si tu arrives à tirer en un quart d'heure ce qu'un mec il a gagné en 30 ans, c'est qui le meilleur vendeur? C'est toi ou c'est lui? Ça s'appelle la conviction. Maintenant, elle a une conviction qu'il faut qu'il y ait un bon hôpital. Le mec, il n'a pas pu résister. Il a été emporté par un ouragan de bonne volonté. Il a donné 30 millions de dollars. Vous allez dire, ah, 30 millions, c'est beaucoup. Je vais peut-être lui demander 30 shekels. Après, c'est honteux. Pourquoi c'est à moi de le faire? Alors peut-être que je lui serre la main. Ou sinon, j'appelle, mais je ne dis pas mon nom. Ou sinon, j'appelle et je ne parle pas, je raccroche. Et si Dieu veut, il va donner. Il ne va pas donner. Non seulement il ne va pas donner, mais il ne va pas non plus pardonner que tu l'as réveillé en pleine nuit. Parce que tu n'as pas regardé le décalage horaire, il est à Singapour, le gars. Ouais. Non, tu as pris l'avion, tu as tapé à la porte, je veux vous parler, il dit, écoutez, je suis occupé, j'en ai pour 1 minute. Et tu lui as déversé, tu lui as montré les photos. Le mec, il a dit, écoutez, vous avez bien fait de venir, je vous donne, mais n'en parlez à personne. Il a fait le chèque 30 millions de dollars. Bon, bah, il vegan. Ils ont construit un nouveau truc pour les handicapés. Il y a 12 étages. Il y a un gars qui a donné 24 millions de dollars. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a un gars qui a donné 24 millions. Alors vous êtes impressionné par le gars qui a donné 24 millions. Moi, je suis impressionné par le gars qui a osé lui demander. Parce que s'il l'a convaincu, c'est qu'il était convaincant. Et la conviction, elle vient d'où? Raudon Colo, cousin de Marco Polo. Elle vient de la volonté. D'où est-ce qu'elle vient la volonté? De l'essence de la personne. Ça veut dire que lui, il savait qu'il voulait 100 millions de dollars pour des handicapés. Donc il a été, le mec, il a réussi à avoir 24 millions de dollars. Le reste, il l'a eu ailleurs. Mais il avait une conviction. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un qui sent que la cause des handicapés, il avait besoin de 24 millions de dollars, ou toi que tu es convaincu que tes enfants, ils vont manger à leur faim? C'est la même chose. Toi, tu dois trouver 1000 euros, lui, il a trouvé 24 millions de dollars. C'est une conviction. Le contraire, une fois, j'ai eu comme ça un cas de Shalom Bayit, ils habitaient dans un studio à 6. Sa femme, elle avait dit, je vais divorcer, il me faut un 3 pièces, j'en peux plus. 6, 4 gosses et les 2. Ouais, je dis, mais comment ils dorment les enfants dans une commode Ikea? Je sais pas comment tu tires les tiroirs, il y a des gosses dedans. Ouais. Le gars, il m'a dit, écoutez, Rav, je peux pas payer un loyer, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Je dis, tu sais, la misère, c'est une maladie. Mais c'est d'abord dans la tête. Maintenant, quand tu fais rentrer la misère dans ta tête, elle rentre dans ton cœur. Après la misère, elle rentre dans ta main. Et après, elle rentre dans ta maison. Et quand la misère, elle rentre, elle s'installe. Misère. Alors que c'est l'inverse, en vérité. Fais rentrer la bracha, shefa. Moi, ma mère, elle me disait un proverbe en arabe. Moi, je ne peux pas vous le dire en arabe, bien que j'habite dans les territoires, mais je ne suis pas encore intégré à la France de demain. D'accord. Donc, elle m'a dit, tu prends un bol de lait, tu mets la main dedans. Quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui tombe par doigt. Elle m'a dit, ma mère, chaque goutte de lait, chaque doigt, c'est un enfant. Et la goutte de lait, c'est la bracha. Chaque enfant, il vient avec sa bracha. Toi, tu crois qu'en travaillant, tu nourris tes enfants. C'est le bon Dieu qui leur envoie leur bracha en se servant de toi. Donc en fait, c'est toi le voleur qui part en vacances avec la bracha de tes enfants. Voleur. Vous me suivez ou non? Donc le bon Dieu, il a déjà prévu pour leur nourriture, il a déjà prévu pour leur scolarité, il a même déjà prévu pour leur mariage. Et tu dis, bah, tu sais, heureusement que je suis là, heureusement que je suis là. Comment heureusement que tu es là que quoi? Tu étais à la limite du dépôt de bilan. Il y a un cousin, toi, il est venu, il t'a dit, tiens, je te prête 10 000 euros. Tu as touché une assurance que tu l'as oublié complètement, 10 000 euros. Mais après, les beaux-parents, ils t'ont dit, bon, écoutez, c'est pas grave, au lieu de prendre un traiteur comme ça, on va prendre un traiteur plus simple. Ou alors, nous, on prend le Shabbat Ratan. Du coup, tu te retrouvais que le mariage, il t'a coûté 20 000. Combien t'as donné, toi? 0. Alors, tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu dis, moi? Tu veux devenir président ou quoi? Non. La personne, elle a compris maintenant que elle, quand elle fait quelque chose, encore une fois, quand elle pense quelque chose, quand elle dit quelque chose, elle doit aller chercher à l'intérieur d'elle-même. Ouais, c'est ça ce qu'il a dit Rashi. Shlach, lecha, envoie vers toi. Pas envoie-toi. Vous me suivez ou non? Lecha, envoie vers toi. Ledartecha, vers ton esprit, vers ta volonté, vers ta décision. Ouais, parce que ça te concerne, parce que tu es devant la situation, parce qu'elle ne vient pas par hasard. Comme l'echlecha. L'echlecha, on traduit va-t'en. Ouais, va. Ou on traduit va pour toi. L'echlecha, les tovatecha et dirachi. Mais tu peux traduire aussi l'echlecha, va vers toi. Va vers toi. Apprends à te connaître. Regarde ce que tu veux.
Donc au lieu de dire ma femme fait la tête, regarde ta gueule à toi, tu vas comprendre tout de suite. Au lieu de dire mes enfants ils n'ont pas confiance en eux, regarde comment tu les stresses. Mais donc, tant que toi tu ne fais pas ce travail de ce qu'on appelle l'introspection, ouais, ça tu vas pas faire une inspection introduite en toi, ah bah, tu comprends pas ce qui t'arrive. Alors tu passes ta vie à dire qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi, les portes sont fermées, et le business il finit pas, et ma femme c'est pas ça, mon mari c'est pas ça, les enfants c'est pas ça, je suis très déçu, c'est pas ce que je croyais, le bon Dieu où est-ce qu'il était? Mais le bon Dieu il est là, il est même en toi. La preuve c'est que tu es vivant, parce que si tu avais quitté tu serais déjà mort. Donc toi qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire cette auto-analyse. Ouais, et comme on a dit que tout ce que les témoins voient, tout ce que les explorateurs voient, c'est ce que le cerveau cherche. Donc les Béné Israël, attention, ce qu'ils vont trouver là-bas, c'est ce qu'au fond, ce qu'ils cherchent. Maintenant, si les Béné Israël ont peur, c'est normal que les explorateurs, ils vont leur ramener de quoi avoir peur. C'est comme moi je vois des gens des indécis. C'est une grave maladie, des indécis. D'accord? Ils ont des doutes. Alors tu dis, Rabbi Chitri, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il a comme ça et comme ça et comme ça. Je dis alors quittez-le. Non, parce qu'il a cette qualité-là, cette qualité-là, cette qualité-là. J'arrive pas à me décider, Rav. Qu'est-ce que je dois faire? Mais Safek, c'est les mêmes lettres que Psak. Psak, c'est tranché. Safek, c'est le doute. Dans les Goïms, qu'est-ce qu'ils disent? Choisir, c'est savoir renoncer. Nous, on appelle ça une batlout, le vitour. Il faut être mévater. C'est-à-dire que dans ton choix, tu as deux parties. Une partie qui s'appelle décider, une partie qui s'appelle renoncer. D'accord? Maintenant, puisqu'il n'y a aucun système, aucune situation, aucune personne qui n'a que des qualités, donc il va falloir que tu adhères aux qualités et que tu renonces aux défauts. Tu dis, mais pourquoi on n'aurait pas la perfection? Parce que tu n'es pas parfait. Parce que toi aussi, tu as des défauts. C'est comme ça. Et tu dis, mais pourquoi il y a des défauts? Pourquoi on n'a pas fait un truc parfait pour des gens parfaits qui vont faire du parfait? Pourquoi il y a toujours du bien et du mal dans les systèmes? Pourquoi il y a toujours du bon et du mauvais? Pourquoi il y a toujours les avantages et les inconvénients? Qui c'est qui a dit aux gens que Disneyland était une ville habitée par des habitants? C'est un parc d'attractions. C'est pour attirer les mouches. Parce que les mouches sont attirées par la viande. Donc si toi, tu es dans l'attraction, donc tu es dans la réaction, donc tu n'es pas dans l'action. Alors, il n'y a pas de parfait. Non, il n'y a pas de parfait. C'est pourquoi il n'y a pas de parfait. Vous savez pourquoi ou non? Vous le savez ou non? Les redoublants, vous savez vous? Non? Non plus? Parce que dans un système, il y a toujours du bien et du mal, il y a toujours du bon et du mauvais, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Pourquoi? Parce que le chemin d'accessibilité au bon, c'est le fait de sublimer le mal. Tu vas être bon en maths. D'accord. Tu dis, mais ça demande 5 ans de travail, beaucoup d'efforts, user des cahiers, user des stylos, user son cerveau. Bah oui, donc le mal, ouais, c'est ce qu'il faut faire pour acquérir le bien. Donc tu vas être bon en maths, il faut sacrifier ça. Vous me suivez ou non? Tu vas aller sur la Côte d'Azur, bah, il faut que tu tapes les 8 heures de voiture, les 1 heure de vol, les 400 € pour EasyJet. Oh, c'est quand même cher. Eh ben reste chez toi, qu'est-ce que je te dise? À Blanc-Ménil et regarde un poster sur la Côte d'Azur. Donc ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Eh ben c'est normal. C'est pareil, tu veux le shalom bayit avec ton mari, ben, il faut se confronter, il faut se mettre en phase. Il faut préparer, il faut écouter, il faut se préparer à entendre des choses qui ne font pas plaisir. Après, il faut lutter contre ton Yetzirah, mon Yetzirah, ton égoïsme, mon égoïsme, ton orgueil, mon orgueil. Et là, on commence à construire le couple. Ah, tu dis non, je voulais un truc plus simple qui marche tout seul. Toi, tu confonds avec l'imprimante. Plug and play. Tu branches, ça imprime. Sauf que la tienne, elle déprime. L'imprimante. T'as compris ou non? Il n'y a rien de facile dans le monde. Pourquoi? Parce que la valeur de ce que tu as, elle provient de la difficulté à l'obtenir. Qu'est-ce qu'ils disent les anglophones? Easy coming, easy going. L'argent qui vient facilement, il part facilement. Si tu vois qu'un mec qui fait une marmise va à 500 000 €, c'est que c'est de l'argent volé. C'est comme ça. Tu dis non, il y a des gens riches. Ouf! Un mec a gagné l'argent, ouais, il fait attention. Pourquoi? Non seulement parce qu'il sait qu'il y a du Baal Tachrit, et deuxièmement parce qu'il sait que si tu mets de la pourriture dans la tête du gosse d'avoir fait une bar mitzvah 2 ans, genre Aladdin, ouais, par là que tu vas te taper, que tout le monde va le regarder le petit, quoi, tout ça c'est pour lui, tu m'étonnes que le gars 2 mois et demi après il jette les tefilines dans les toilettes. Fais dans la sobriété.
invite les amis, la famille, les gens qui t'aiment. Mais il faut faire baver la moitié de la ville. Pourquoi faire pour retourner tous comme des crapauds en Gilgoul, sous prétexte qu'on en a bavé. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Ben, tu sais quoi? Tu fais la bar mitzvah de ton fils? Ok, combien? 10 000 euros. Allez, 15 000 euros avec les fleurs. Combien tu voulais mettre? Eh ben, je voulais mettre 60 000 euros. Eh ben, 600 000 euros. Mais tu sais quoi? T'as qu'à payer la bar mitzvah à 500 bar mitzvot, à part ça. Il y a des organismes, des pauvres, ils sont là. Moi, je connais un gars, il a cachérisé, comment il s'appelle le traiteur, Taref, super classe. Non, pas l'autre, le vôtre. Non, Potel et Chabot, ça existe, Potel et Chabot? Le mec, il a cachérisé Potel et Chabot, 400 repas. Alors, je peux vous dire que les deux bras plus une partie de la jambe. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au traiteur, tu me fais 400 repas pour mes invités, et tu me fais 400 repas en plus qu'on va donner demain aux pauvres. T'es pas obligé, donne le maaser. Non, le mec, il a dit, demain, ils vont manger du caviar. Demain, ils vont monter du foie gras. Demain, jeter là-bas, Blanc-Ménil, au 8e étage de la cité, ils vont leur livrer Potel et Chabot. Le mec, il a fait un kiff. Donc, il a 400 personnes qui l'ont regardé, qui ont dit pour qui il se prend celui-là, et il a 400 familles qui l'ont béni. Le mec, il est milliardaire. Tu dis, ah, mais j'y ai pas pensé. Raoudon Kolo, pourquoi tu n'y as pas pensé? Parce que tu voulais frimer, parce que tu voulais en mettre plein la vue, parce que tu voulais écraser la gueule des gens, parce que tu voulais être un adhérent du PSG. C'est le PSG. Non, le PSG, c'est des gens qui pèsent sur la gueule. Ils pèsent sur la gueule. C'est un grand club, hein. Ils sont un paquet. Hein. Des gens qui pèsent sur la gueule des gens. Ils viennent dans ça, ils écrasent. Tu dis, oh, laisse-moi respirer. Je suis au PSG, je peux pas, je suis obligé. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris? Quand c'est marqué ici dans Rashi, les dartecha. Regardez le paradoxe. Après, il lui dit Ani, eni metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer des explorateurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'Hachem, il veut pas. Comme s'il veut ou non. Il lui dit Im tirtse shlar. Si tu veux, envoie. Je comprends pas. Tu veux pas que j'envoie? Dis-moi, n'envoie pas. Tu me dis que j'envoie. J'envoie. Après, tu me dis n'envoie pas. Je t'ordonne pas. Mais si tu veux, envoie. C'est bizarre comme ambiance, oui. Je donne une image que vous pouvez très très bien comprendre. Ton fils, il a rencontré une fille. Dans la fille, la pauvre, elle est gentille, mais elle n'est pas très équilibrée. Oui, elle est très nerveuse. Elle ne vient pas du même niveau social. Elle n'a pas le même niveau de culture. Elle n'a pas la même compréhension. Les deux familles, ils n'ont rien à voir. D'accord? Elle n'a pas fait d'études. Ton fils, il a fait bac plus 9. Elle n'est pas spécialement jolie, mais elle sait mettre en valeur les choses qui attirent les mouches. D'accord? Tu dis, mon fils, elle n'est pas sérieuse. On va lui payer une thérapie si tu veux, mais elle n'est pas pour toi. Mais quoi? Vous l'avez mal jugée, et puis de toute façon, c'est ma femme, et c'est moi qui choisis, et si elle me plaît, et puis on est liés tous les deux. Mais elle t'a mis dans son lit le premier soir. Donc c'est fini, tu n'as plus de cerveau. Tout se passe par le bas maintenant. Mais c'est pour ta vie. Elle ne va pas être seulement de la femme de ta vie, elle va être aussi la mère de tes enfants. Ouais. Et une mère de famille. Ça peut s'écrire de plusieurs manières. D'accord? Donc réfléchis. Comment elle va éduquer les enfants? Elle ne sait même pas éduquer. Comment elle va les calmer? Elle est caractérielle. Comment elle va leur donner des valeurs? Elle est capricieuse. C'est objectif, je te dis comment elle est. Pourquoi tu... Ah, de toute façon, vous m'avez jamais laissé faire mes choix. Et moi, je fais ce que je veux. Et je suis un homme. Voilà, tu dis, mon fils. Moi, je t'ai parlé. Je t'ai expliqué. Je t'ai menacé. Mais maintenant, tu veux vraiment? Oui, je la veux, c'est elle que je veux, j'en voudrais aucune autre. Et si vous m'empêchez de l'épouser, je resterai seul. Chantage émotionnel, c'est normal. Oh, tu sais mon fils? Ok. Allez, tu sais quoi? On vient à la choupa. On paye le mariage. Ouais, mais attention à toi que tu viens dans un an me dire j'ai une folle à la maison. Ne viens pas me dire je l'ai trouvée toute nue sur Facebook parce qu'elle vend ses services. Ne viens pas. On t'a dit. Elle n'est pas pour toi. Parce qu'il y a deux solutions. Soit elle n'est pas pour toi et tu t'es fait embrouiller, soit elle est pour toi et nous on ne te connaît pas. Il y a des surprises dans la vie. Il y en a qui croient que l'éducation c'est de l'ambition, mais souvent c'est de l'adaptation. C'est ça, Chanor Anar Alpi Darko. Darko éduque l'enfant selon Darko. Darko, c'est pas le masculin de Darka.
C'est son derech à lui. Il faut que tu t'adaptes à l'enfant. Tu dis oui, mais je ne comprends pas son grand frère. Ne compare pas ces deux histoires. Lui, il comprend du premier coup, lui, il comprend au 5e coup. Lui, il est très très positif, l'autre, il est très négatif. L'autre, il a une confiance en lui incroyable, l'autre, il n'a aucune confiance. Qu'est-ce que tu les compares? Tu dis oui, mais ton frère, oui, son frère. Donc chaque enfant, il a son derrière. Vas-y, casse-toi la tête. Tu dis mais comment le seul point commun qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils sont tous différents, alors qu'ils sont les mêmes parents? Parce que nous-mêmes, nous sommes pluriels. Puisque panim en hébreu, ça veut dire visage, et pourtant c'est au pluriel. Donc toi, tu es pluriel, moi je suis pluriel. Et en plus de ça, à chaque étape de la vie, on est encore différent. Et à l'instant T, où ta semence a rencontré la mienne, le bon Dieu, il a fait une photo, il a dit, avec ça, on va faire un bébé. Mais 10 minutes après, tu étais quelqu'un d'autre, et 10 minutes avant, tu étais quelqu'un d'autre. Alors comment on va faire? Mais ça vient quand même de toi. Après, si encore une fois, toi, tu as fait l'auto-analyse de toi-même, tu dois être capable de reconnaître ce qui vient de toi chez l'enfant. Et toi aussi, tu dois être capable de reconnaître ce qui vient de toi chez l'enfant. Parce que toi, tu es un spécialiste de toi, et elle, c'est un spécialiste d'elle. Et si vous vous aimez et que vous avez fait Shalom Bayit, maintenant toi, tu es un spécialiste d'elle, et elle, c'est un spécialiste de toi. Et si vous êtes vraiment des éducateurs, vous deux, vous êtes spécialistes de l'enfant. C'est ça la différence entre l'éducation et l'élevage. Parce que le poulet, tu as beau l'élever pendant des mois, tu ne t'attaches pas au poulet. C'est un poulet. Donc, quelle différence entre l'élevage et l'éducation? C'est que l'éleveur n'évolue pas en même temps que les poulets qu'il élève. Par contre, l'éducateur, il évolue en même temps que les enfants qu'il éduque. Tu sais pourquoi? Parce que tu es obligé de t'éduquer en même temps que tu l'éduques. Donc tu vois tout de suite si tu fais de l'évolution, si tu fais de l'éducation ou de l'élevage. Donc de la même manière, ici, que toi, cet enfant-là, tu l'as expliqué, tu lui as parlé, tu l'as ému, tu l'as pris dans tes bras, tu lui as fait des cadeaux, tu lui as proposé quelqu'un d'autre, tu lui as fait du chantage, tu l'as menacé, tu l'as maudit, il t'a dit « je la veux ». Écoute mon fils, nous on est là, on est tes parents, on t'accompagne. On pense que tu épouses une folle, mais c'est pas grave. On va l'amener à la maison, on va l'accepter, on va l'aimer, on va s'adapter puisque tu l'as choisi, on va être avec toi. Mais attention à toi que tu viens chez moi après me dire que j'ai réfléchi, j'ai vrai son visage. Pourquoi c'est Fantomas? C'est ce qu'il a dit. Il a dit Ani eni metzavelecha. Moi je t'ordonne pas. Im tirtse shlach. Ça veut dire quoi im tirtse? Si tu veux, ouais. Alors moi j'ai pris un exemple grossier et lourd, d'accord? Mais c'est pareil, celui-là il veut faire un travail manuel alors que tu penses qu'il est un télo, juste qu'il est flemmard. Celui-là il veut faire des longues études alors que tu penses que c'est pour lui c'est du court terme. Celui-là il veut acheter 19 appartements le même jour alors que tu dis comment tu n'arrives même pas à acheter 2 baguettes. Et tu le travailles et tu le fracasses et tu le concasses et tu le décasses et tu le déclasses et le mec il s'accroche. Tu dis Atarotse, Atarotse. Ok on est avec toi. Et bien le mec il l'a fait. En français ça s'appelle déçu en bien. Bah vraiment, là, la vérité, tu m'as époustouflé. Là, vraiment. Et le mec, il l'a fait. Il a dit, je vais faire les études longues, il les a fait. Le mec, il a dit, je vais faire la prépa, il l'a fait. Comment le mec, il foutait rien. Jusqu'en première, il foutait rien. Il a passé son bac, un miracle. On a allumé des veilleuses. Après, il s'est mis en prépa d'HEC. 5h du matin, minuit tous les jours. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas le même mec. Il se fait remplacer. C'est pas possible. Il l'a fait. Il a fait. Il a sorti majeure promotion. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi? Parce qu'il voulait. Il me tire de ses. Si tu veux. Maintenant, nous, on ne doit pas décourager l'enfant. Ouais. On doit décourager le Yetzirara de l'enfant. Mais si son Yetziratov, ou si son moi, il est plus fort que son Yetzirara, mais Mazal Tov, mais Baruch Hashem, que le mec, il est plus fort que toi, et qu'il t'a déçu en bien, Mazal Tov, et qu'il t'a stupéfait de réussite. Ok. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont déçus quand leurs enfants réussissent, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient rater. Je sais, c'est psychiatrique, mais grâce à Dieu, ils sont assez nombreux. Ouais. Le mec, il était tellement sûr que son fils était nul que quand il a réussi, il n'arrivait pas à lui dire Chazak. Il n'arrivait pas, il va mourir. Il dit Chazak. Comment Chazak? Il n'arrive pas parce qu'il était convaincu qu'il allait se planter. Mais il a réussi. Ouais, c'est quoi ça? C'est Im Tirtse Shlach. Je vous donne le secret, si vous avez du mal à vous rappeler les Chazal, c'est que tous les choix qu'on assume sont bons. Parce que les gens y croient. Vous savez, dans la vie, il y a des bons choix et des mauvais choix. Non.
il n'y a que des bons choix quand tu les assumes. Parce que un choix qui est bon dans l'absolu et que tu l'assumes, il devient une réussite. Un choix mauvais que tu assumes, il devient une expérience. Donc il est toujours bon. Vous me suivez ou non? Par contre, un bon choix que tu n'assumes pas, il devient un échec. Parce que maintenant, tu as lancé une boîte. Maintenant, il faut la suivre, il faut bosser dedans. Tu dis non, ça me prend la tête, ça fatigue. C'est dommage, il y avait un potentiel d'1 milliard, tu fous rien. Donc, comme tu n'assumes pas, il devient un mauvais choix. D'accord? Tu as épousé une fille super, tu as épousé un mec super. Maintenant, il faut te mettre à la hauteur. Toi, tu voulais absolument une fille religieuse. Il faut t'assumer, il faut y aller. Ah non, moi je la absolue avec le Shabbat, je la cache. Pourquoi t'as pris une fille religieuse? Mais t'es un malade. Oui, mais je voulais la pureté, je voulais l'investissement, je voulais. Prends une mini-jupe, une fille sympa, cool, bien dans sa tête, très ouverte d'un peu partout, et ça va aller. Tu dis non, moi je veux une fille comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc il y a un prix. Il y a le Shabbat, il y a la cache-route, il y a la pudeur, il y a la finesse, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas de. Oh, tu dis, oh, c'est un peu trop cher à payer. Mais alors, prends l'autre, qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête? Oh, tu dis, oh, elle me saoule avec sa religion. Oh, pourquoi tu prends une religieuse? Et toi, le contraire aussi. Toi aussi, ouais. Tu veux une, je sais pas moi, une part religieuse. Prends une part religieuse. Comment tu vas lui dire, ouais, comment ça se fait que tu n'es pas Shabbat? C'est quoi cette façon de s'habiller? Mais elle est venue en maillot de bain. Vous êtes rencontrés en boîte de nuit. Maintenant que tu viens chez elle, tu lui dis c'est honteux. C'est Khilou Lachem. Khilou Lachem, mais c'est même pas Lachem, il croit que c'était une marque de hareng. Ils sont fous, les gens. Vous me suivez ou non? Ils attrapent quelqu'un dans le noir, ils lui mettent des menottes, ils disent qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va s'aimer? Mais on va s'aimer, tu veux une chanson ou quoi? C'est marqué ici, c'est dans Rashi. Im tirtse, si tu veux. Im za ratson shelcha, si c'est ta volonté. Si c'est vraiment ton choix, si c'est vraiment toi, ça va marcher. N'aie pas peur. Parce que tu veux. Vous me suivez ou non? Mais si tu veux pas, ou si tu crois que tu veux, ou si tu veux en réaction, une fois j'étais au Canada. Je finis une conférence, les gens ils viennent après la conférence, ils comprennent pas que je suis épuisé, ils croient que je suis en forme. Mais c'est eux qui sont en forme, parce que moi je suis épuisé. Il faut bien que ça passe quelque part, non? Mais j'avais de la peine, parce que l'autre elle avait un ventre, ça comme, c'est une marque connue en France, un ventre comme ça, j'aurais devait être 8e ou 10e mois, je sais pas. Et le mari il vient. Et elle a commencé à me dire, oui, Rav Chetri, il ne me regarde pas, il ne s'intéresse pas à moi, depuis qu'on s'est mariés, je le sens pas, il n'est pas là, il n'est pas. Et l'autre, il joue avec son téléphone. Et moi, je voulais lui planter un pied dans la tête. J'ai dit, au moins, il meurt pour quelque chose. Maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé. Ta femme, elle est en pleurs au 9e mois, et toi, tu joues avec ton téléphone. Alors, je lui dis, excusez-moi. Madame, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, je voudrais parler à votre mari, d'homme à homme. Elle est sortie. Je lui dis, dis-moi, t'as arrêté de l'aimer ou tu l'as jamais aimé? Il me dit quoi? Pourquoi vous avez un a priori? J'ai pas d'a priori. Je vois comment tu t'en as rien à faire de cette histoire. Il me dit raconte-moi l'historique. Il me dit je vous dis la vérité, je l'ai connu il y a 2 ans. Et puis les parents ils ont eu tout de suite un a priori sur moi parce que j'avais pas de métier, parce que j'ai truc. Donc ils m'ont dit jamais, 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 jamais. Il m'a dit quoi? Ils ont dit quoi? Jamais. J'ai dit moi je l'aurai cette fille. Je me suis battu pour l'avoir et je l'ai eu. Mais je l'aime pas. Et je l'ai jamais aimée. Mais maintenant elle est enceinte comme ça. Et je sais qu'elle n'est pas tombée enceinte par Wi-Fi. Donc tu l'aimes assez pour qu'elle tombe enceinte, mais tu l'aimes pas assez pour supporter son caractère. Donc ça veut dire quoi? C'était pas une volonté de mariage, c'était une volonté de claquer la bouche des parents. Ça, c'était pas une volonté de te marier avec ce garçon, c'était une volonté de te casser de chez tes parents. Mais t'as pas compris que quand tu te casses de chez tes parents, tu changes juste de prison. C'est juste la gueule du geôlier qui a changé, c'est tout. Bah oui, parce que quand tu fuis, tu sais pas où tu vas. Donc tu arrives n'importe où. Mais quand tu vas quelque part, tu as le visage tourné vers là où tu vas. On appelle en français en connaissance de cause. Mais toi tu dis j'en ai marre de mes parents, ils me saoulent, ils m'empêchent de sortir. Mais toi tu vas épouser le fou, le maniaque, le jaloux. Il va dire tu l'as regardé, je l'ai pas regardé, tu l'as regardé, je l'ai pas regardé, je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Pervers, tordu, prostitué. Bon, je dis pas le mot, mais bon, c'est beaucoup revenu à la mode. C'est une résurgence de la mention du maréchal Pétain en fin de phrase. C'est un truc très bizarre. Les gens, ils n'arrêtent pas à Paris. Pétain, Pétain, Pétain. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont avec le maréchal? Et je parle même pas de sa mère. La mère du maréchal. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Ça va? Ça a l'air sérieux, mais c'est juste des blagues. Hein. Non, en fait, comme le sujet est sérieux, je mets beaucoup de lubrifiant. Alors, des fois, il y a tellement de lubrifiant, tu as l'impression que c'est une friteuse. Mais en vérité, c'est une machine. Ça travaille.
fait, c'est pas une conférence, c'est un parcours émotionnel et psychologique qu'on fait ensemble pour arriver à un certain niveau de maturité. Et comme moi, j'ai 1h30 pour vous faire gagner 10 ans, ce qui est très court, ce qui va foutre votre pied au chômage, parce que le mec, il dit 10 ans, mais 10 ans à 80 € la séance par semaine, tu m'as mis sur la paille. Et là, c'est gratuit. Vous venez, vous détendez, vous sortez une personne différente. C'est extraordinaire. J'aurais su, je serais venu au cours. Donc, c'est marqué ici. À Rabotai, tout est marqué. C'est un passouk dans Rashi. J'ai un coach à Paris, très, très haut niveau. Lui, il a que des patrons du 440. Il m'a dit, Ria, je leur vends du banchetri toute la journée. Je lui ai dit, oui, ils sont les royalties, Yababa. Je comprends pas, tu pars en vacances avec mon argent. C'est comme ça. Ceux qui connaissent la valeur, ils l'utilisent. Ceux qui ne connaissent pas la valeur, ils viennent pour rigoler. Haval. Pourtant, il a fait 14 ans d'études de psychologie, le mec. Il est sur Internet, je ne vous dis pas son nom, mais très fort. Une fois, il a écouté un cours, il m'a dit, maintenant, j'ai compris comment Lacan, il explique Freud sur la notion de la zone d'ombre. Il m'a dit, toutes mes études de psycho, je les ai fait pour ça. Et maintenant, avec toi, j'ai compris avec un cours sur Esav et Yaakov. Et après, les gars, ils te disent, bon, la Torah... c'est pas dans la réalité, c'est dépassé. Mais la Torah, elle a été écrite avant que le monde existe. Donc la Torah, elle a été écrite avant que le temps existe. Comment un truc qui existe avant que le temps existe peut être dépassé par le temps? Ça veut rien dire. Puisqu'elle ne subit pas le temps, puisqu'elle existe avant que le temps existe. Donc comment tu peux dire la Torah s'est dépassée? Et toi, tu n'es même pas né. Tu crois que la Torah, elle va t'empêcher d'être? Parce que tu n'es pas né. Pire que le poisson. Qui n'est pas né. Et il est mort, le poisson. Parce qu'essayer de paner un poisson vivant. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qui est marqué ici. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce qu'il y a des gens qui restent avec les yeux ouverts comme ça, mais ils dorment en fait. Ou ils bougent la tête comme ça un petit peu. Comme les chiens en plastique à l'arrière de la R12. Si vous êtes avec moi, on va faire du chemin. Si vous n'êtes pas avec moi, bon, c'est bien, c'était une bonne soirée. Comment c'était à Tel Aviv hier soir? Ah, il y a Ben Chetrit, il est marrant, il est sympa. Non, moi je sais que je vais mourir à 120 ans. Donc chaque soirée, ça doit être la meilleure du monde. Et en plus, j'ai sacrifié une soirée avec ma famille. Donc je ne vais pas la gaspiller. Je vais à Montréal, les mecs ils me disent on va visiter la ville. Je fais, tu crois que j'ai sacrifié ma famille pour aller visiter Montréal? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Canada. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, que dans ce Rashi, il y a toute la vie. Bah oui, parce que Rashi, il a dit Shlach lecha ledartecha, ani eni metzavelecha. Le ani ne t'ordonne pas. Pas le ani, moi je t'ordonne pas. On sort du contexte. Maintenant, on a une lecture psychologique. Parce qu'on a dit qu'il y a deux ani. Il y a le ani intérieur, le ani extérieur. Il y a le jeu intérieur, le jeu extérieur. Le jeu intérieur, en vérité, c'est le jeu qui te donne le choix. D'accord? Alors tu t'y réfléchis, fais ce que tu as à faire, toi. Alors et le moi extérieur aussi, il dit au jeu intérieur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On te demande à toi de prendre la décision. D'accord? Alors le ani extérieur, il dit au ani intérieur, ani mais ça veut dire, moi je t'ordonne pas. Ouais, le corps, il dit à l'esprit, je t'ordonne pas. D'accord? La décision, elle vient de toi, alors décide. Ah, toi, tu dis au corps, vas-y, vas-y, décide pour moi. Ah, vas-y, tiens, fais les choses comme elles arrivent. Tiens, j'attends une réaction de l'autre. J'écoute l'avis du dernier. Mais non, on veut que tu décides toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais. Donc, tu es en conflit entre le moi intérieur et le moi extérieur. Le moi qui fait, le moi qui je. Et tu voudrais que le moi qui fait, il dise au moi qui je qu'est-ce qu'il doit faire. Il a dit, Ani, Eni Metzavelecha, le Ani, il ne va pas t'ordonner à toi. Comme si oui ou non. Im tirtse, si tu veux. Donc ça veut dire quoi? Rien que détermine quelle est ta volonté. Même pas la nature de ta volonté. Attention, même pas la connotation de ta volonté. Même pas l'orientation de ta volonté. Mais est-ce qu'il y a de la volonté ou il n'y a pas de la volonté? Il y a de la volonté. Il y a de la volonté, tu vas réussir. S'il n'y a pas de volonté, les meilleures écoles, les meilleures ambiances, les meilleures circonstances, les meilleures opportunités, s'il n'y a pas de volonté, tu vas te planter. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Une fois, avec ma femme, on devait acheter un pavillon. C'était très compliqué parce que moi j'étais Coleman, ça veut dire que j'avais que dalle, virgule, rien, peut-être moins. Et on avait des très petits revenus. Et il fallait faire un dossier de prêt, un dossier très loin de Baba. Mais on a trouvé une maison.
On s'est arrangé avec les beaux-parents, bien sûr, le deuxième prénom d'Hachem. Et on a donné les 10 000 francs à l'époque pour bloquer l'affaire, promesse de vente. Et après, on a eu 7 refus de prêt. 7. Comme la Shemitah, sauf que c'était la Shmata. D'accord? Et au bout des 7 refus de prêt, le délai imparti est dépassé. La propriétaire, une vieille auvergnate, espèce de fossile de Bretagne, elle a dit, écoutez, moi je n'en peux plus d'attendre. Alors, vous la prenez cette maison, vous la prenez pas. Si vous la prenez pas, on annule la promesse. Ouais. Et c'est tout. On avait mis une clause suspensive. On a dit, on veut une prolongation. Elle a dit, si on met une prolongation, vous perdez les 10 000. Le notaire, c'était un ami à moi. Enfin, un ami à nous, parce qu'on était quand même plus âgés. Il est venu me voir, il m'a attrapé, il m'a dit, viens ici, viens ici. Il m'a dit, est-ce que tu sens le deal? Moi, on m'avait déjà dit que je sentais le chameau, mais on m'a jamais dit que je... Il m'a dit, est-ce que tu sens le deal? BMH, j'étais un Kollelman, je connaissais rien, je sortais à peine de... Le Calimero, ouais. La vie, nous on était dans la Gemara, dans le Tosfot, dans le Rashba, dans le truc à 110 millions à l'époque. On arrivait à peine à payer le Shabbat, il fallait acheter un truc à 110 millions. Ouais, mais il y en a beaucoup d'enfants, Blainara, et on ne sait pas où les mettre, et combien les placards, combien les étagères, combien. D'accord? Et là, il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu sens le deal? Et moi, comme un imbécile, j'ai dit oui. Il m'a dit, alors on y va. On y a été. Et on a eu encore refus, et on a perdu les 10 000. Après, avec le recul, j'ai compris. Si tu sens le deal, ça veut dire, est-ce que tu es dedans? Ouais, si tu es dedans, tu vas te battre. Mais moi, en vérité, je voulais pas acheter une maison. Ouais, moi, je voulais trouver une solution pour la famille. Je voulais pas acheter une maison. Moi, je voulais faire plaisir à ma femme. Ouais, mais c'est pas moi. Vous savez ou non? J'étais pas dans la décision. Donc, il y avait les wagons, il y avait les rails, mais il n'y avait pas la locomotive. Parce que la locomotive, c'est toi. C'est quoi locomotive? Locomotive, c'est le fou qui motive. Et il faut un loco. Il faut le loco, il faut le fou. Tu dis, écoute, on a besoin, on y va. Allez, on y va, on se débrouille. Les copains, les cousins, les trucs. Je vais à Hong Kong, je trouve des copains, je prends 10 000, je prends 20 000, hop, j'ai acheté la maison. Tu dis, comment t'as fait? Je sais pas, je m'en fous, j'ai besoin. On va pas rester enfermé comme ça, 5 dans une chambre et 4 dans l'autre. Et toi, et ton bureau, et ton truc, je peux pas. Il faut une maison. Alors, il faut une maison, on fait la maison. Ça s'appelle comment ça? Tu sens le deal. Mais si tu crois que tu sens le deal, si tu espères de sentir le deal, si Dieu veut, tu sens le deal. Donc, tu sens pas le deal. Tu sens pas le deal. Tu le sens pas. Tu le sens pas. Tu le sens pas, ça marchera pas. Pourquoi? Atalo rotse behemet. Tu veux pas. Comme si ou non. Pourquoi? Parce que tu veux pas t'engager. Et tu veux pas avoir une dette de 20 ans. Et tu veux pas avoir 1500 € par mois à payer. Et tu veux pas. Donc comme tu veux pas, ça marche pas. Parce que tu veux pas. Il me tire, il a dit. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire que tu dois... En fait, le début du rachis, la fin du rachis, c'est le même. Parce que le dartecha, c'est quoi? On l'a dit, c'est ton date. Le date, c'est quoi? C'est la racine de tes intentions. Les intentions, c'est le ratson. Et comment il se termine? Il me tire, si tu veux. Donc en vérité, la vraie question, c'est est-ce que tu veux ou tu veux pas? Tu veux épouser cette fille? Tu veux épouser ce garçon? Tu veux faire ta alia ou tu veux fuir la France? Tu veux être ingénieur pour faire comme ton père ou parce que tu veux réellement être ingénieur? D'accord? Je sais pas moi, tu veux te lever ou tu veux pas te lever? Quand tu veux pas te lever, ne dis pas le réveil, il sonne pas. Ne dis pas je l'ai pas entendu. Parce qu'au fond, tu veux pas te lever. Quand tu veux te lever, tu te réveilles avant qu'il sonne. Parce que tu as une joie dans le fait de te réveiller. Ça s'appelle Sasson. Vesimha. Donc tu as mis le réveil à 6h, à 6h moins 2, tu te réveilles. Ça, c'est un phénomène très bizarre. Je sais pas si vous avez l'occasion de réfléchir à ça. Le mec, le soir, il veut dormir. Il met le réveil. Pourquoi il met le réveil? Pour que ça le réveille. Donc il a mis le réveil à 6h. Ok. Et il dort. Il dort bien, puisqu'il sait qu'il a mis le réveil. Le lendemain, il se réveille à 6h moins 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint le réveil. Donc il s'est réveillé sans le réveil. C'est bon ou non? Maintenant, je ne comprends pas. Quand il est réveillé, il a peur de ne pas se réveiller. Il met un réveil. Mais quand il dort, il se réveille sans le réveil. Ça veut dire que quand il dort, il est plus conscient que quand il est réveillé. Vous me suivez ou non? Quand il est réveillé, il dit « je ne vais pas me réveiller ». Alors il met le réveil. Et quand il dort, il y a une voix à l'intérieur qui lui dit « lève-toi ». Il se lève. Mais c'est qui réveille qui? Puisque lui, il dort. Ça veut dire que quand il est endormi, il est plus réveillé que quand il est réveillé.
Ça veut dire que son subconscient, il est plus fort que son conscient. Et c'est comme ça, tout le monde sait ça. Si tu dis je me lève à 5 heures, je me lève à 5 heures. Mais il faut que tu aies une bonne raison. Mais si tu dis je ne veux pas me lever à 5 heures, mais je mets 4 réveils, eh ben je ne les ai pas entendus. Je ne veux pas me marier, mais je fais 74 shidduchim. Eh ben je ne trouve personne. Je ne trouve pas chaussure à mon pied. Vous savez d'où vient l'expression chaussure à son pied? Cendrillon. Tu sais pourquoi elle ne trouvait pas? Parce que c'était des chaussures en verre. Elle a cassé. Donc, monsieur, non. Quand ton choix il est fragile, c'est normal que tu n'arrives pas à trouver de solution. Parce qu'au fond, tu ne veux pas. Donc, ne te dis pas, je ne trouve pas une fille bien. Dis, je ne veux pas me marier. J'aime le confort chez mes parents. Ma mère, elle connaît mes choix. Ma soeur, elle me prépare les plats que je veux. Ça, c'est honnête. Mais rentrer dans l'inconnu, avec une inconnue, d'une famille inconnue, avec une mère inconnue. Parce que c'est un package, tu as compris, tu épouses la mère, tu épouses la fille. Ouais. Vous, c'est pareil pour la belle-mère. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que à tarotse ou à talorotse, tu veux ou tu veux pas. Ouais. Rachid le formule d'une autre manière. Dans la Gemara, dans Brachot là-bas, il dit que Shnei drachim lifnei ben adam, il y a deux chemins devant l'homme. Le chemin du bien, le chemin du mal. Il dit, et qu'est-ce qui reste à l'homme? Le ratson. Tu décides, tu veux faire le bien ou tu veux faire le mal. C'est tout. Maintenant, si tu veux faire le bien, on va trouver le chemin du bien, on va trouver des gens bien, on va trouver l'argent bien, avec des opportunités bien. Tu veux du mal, on va trouver de l'argent pourri, business pourri, gens pourris, famille pourrie, tout pourri. Parce que c'est ce que tu veux au fond. C'est ce que tu veux. Tu dis non, je veux pas. Alors tu sais pas ce que tu veux. Ça va? Bon là, ça fait 1h46 que vous me subissez. Je sais qu'il est très tard. J'ai rien à vous vendre. D'accord? Donc ne restez pas pour attendre une vente ou quoi, c'est pas la peine. Mais j'ai encore un petit raisonnement de 5 minutes, après je vous laisse partir. Et on finit la thérapie, le top. Ça veut dire vous rentrez, vous soignez votre psy. Ça vous intéresse ou non? Je sais qu'il est tard, mais moi j'ai enseigné tout le Shabbat. Donc a priori c'est moi le fatigué. Et moi je vous demande de rajouter 5 minutes. Vous pouvez le faire ou non? Oui, non, oui, non. Non? Oui? Ok. Oui, on veut. Alors écoutez bien. Dans la suite du Passouk, dans la suite du Rashi, il ramène le Midrash que Moshe Nimlar Bashechina. Donc Moshe a demandé à Hachem, est-ce qu'on envoie l'explorateur ou non? Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Ani amarti lahem sheitova. Moi je leur ai dit qu'elle est bonne la terre. Ouais. J'ai créé Am Israël pour qu'il aille sur la terre. J'ai amené Avram, Yitzhak et Yaakov pour qu'ils aillent sur la terre. Je les ai fait rentrer en Égypte pour qu'ils aillent sur la terre. Je les ai fait les miracles de la sortie d'Égypte pour qu'ils aillent sur la terre. Je les ai fait passer dans le désert pour qu'ils aillent sur la terre. Je leur ai donné la Torah pour qu'ils aillent sur la terre. Et maintenant, eux, ils viennent et ils demandent est-ce que la terre, elle est bonne? Il a dit Hachem, Ani amarti lahem sheitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne, chez Nehemar. Et elle est très mironi Mitzrayim. Je vais vous faire monter de la pauvreté de Mitzrayim pour vous amener dans une terre de lait et de miel. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Non. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Écoutez bien. Il a dit Chayehem, par leur vie. Chez Ani noten la emma comme les taout. Hachem, il a juré par leur vie que je vais leur donner de quoi se tromper. Bédivré Ameraglim, dans les paroles des explorateurs. Les Ma'an, l'Oirashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. Comment on dit en anglais? Khlet. Qu'est-ce qui est marqué dans ce Rashi? En bataille, prenez 2 minutes pour vous concentrer. Je sais que c'est pas facile, vous êtes fatigué, mais c'est incroyable. Hachem, il a dit Amarti lahem sheitova. Je leur ai dit qu'elle est bonne. Et eux, qu'est-ce qu'ils commencent à dire? On envoie les explorateurs. Ah, je dis, c'est comme une histoire. Un jeune, il est anversois, il habite à Anvers. Et ses parents, c'est des gens qui vendent du diamant. Et lui aussi. Et lui, il a fait la yeshiva, Baruch Hashem, il est sérieux. Bon, il a 20 ans, et après, il a appris pendant 1 an le diamant. Le négoce, il a appris avec son père. Et on lui dit, mon fils, on te fait un chidour. On lui amène la tzadéket, la pureté, la beauté. Lui, il est mignon, ils sont mignons les deux. Kedoshim, un petit appartement, et il commence à faire le négoce du diamant. Sa femme, elle tombe enceinte. Mazal tov, Mazal tov. Et elle accouche un beau bébé. Ah, il est beau, il est hni, on dirait le bébé Pampers, d'accord? Mais manque de peau, l'accouchement s'est mal passé, il y a eu un déchirement des trompes, une hémorragie, elle ne pourrait plus avoir d'enfant. C'est pas grave, dit mon amour, je t'aime, je tais-toi, j'ai le bébé, on est en bonne santé, c'est pas grave.
Et ils élèvent cet enfant. Et au Hachem, les meilleurs ganim, les meilleures écoles, le chinour, l'amour, l'équilibre, la douceur, la gentillesse, tout. Mais lui, c'est un négociateur de diamants. Donc tous les jours, il est à la bourse de diamants. Et tous les jours, il voit des centaines et des centaines de diamants. À chaque fois qu'il trouve une très belle pièce, ouah, le diamant, the diamant, il le met de côté, il dit ça, si Dieu veut, c'est pour le fiançailles de mon fils. Quand il va m'amener la Kala à 20 ans. Maintenant, lui, il a 20 ans, il prépare pour dans 20 ans. Comme s'il veut ou non. Et à chaque fois qu'il trouve un meilleur diamant, il vend celui-là, il garde l'autre. Il vend celui-là, il garde l'autre. Donc imaginez que celui-là, il voit des milliers de diamants par an. Et au bout de 20 ans, il a le diamant, du diamant, de the diamant, de diamant. Un super beau truc, 19 carats, une pureté exceptionnelle. Tu l'ouvres, la lumière, elle s'allume. Tu dis, éteignez, c'est éteint. Mais il a sorti le diamant. Waouh! Et au Hachem, il a trouvé une Kala extraordinaire pour son fils. Tout le monde est content, la belle famille, la famille, tout est super. Il attrape son fils dans un bureau, il dit, mon fils, tu es mon amour, tu es mon cœur. Toi et maman, on a donné notre vie pour toi. On veut que ton bonheur. Voilà, je t'explique ce que j'ai fait. J'ai sélectionné des diamants depuis que tu es né. Et voilà le diamant que j'ai choisi. Il ouvre le truc et le gars, il voit un diamant. Le Hatan, l'enfant, il voit un diamant. Oh. Il dit, papa, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Il dit, mais ça ne te dérange pas si je le fais expertiser? C'est exactement ce qu'il a dit Rashi. Rashi, il a dit, Amarti la M. Sheitova, je leur ai dit qu'elle est bonne. Et eux, ils veulent envoyer les explorateurs. Et là, Hachem, il a dit une malédiction. Hein. Il a dit, Chayehem, par leur vie, chez Ani noten lahem makom les tarout. Je vais leur donner de quoi se tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pleins, ils ont râlé. Ils vont choisir l'explorateur. Ils vont avec l'explorateur. Les explorateurs vont trouver des choses négatives. Ils vont revenir, ils vont leur raconter, ils vont pleurer toute la nuit. Hachem va se mettre en colère et il va les maudire et ils vont rester 40 ans dans le désert. Et ils vont tous mourir dans le désert. Ouais. Il n'y a pas un truc qui vous dérange? C'est que là, on est au début de la paracha. Vous me suivez ou non? L'affaire, elle n'a pas commencé. Il n'y a rien. Vous me suivez ou non? Ils n'ont même pas encore envoyé les explorateurs. Les explorateurs ne sont même pas encore revenus. Ils n'ont même pas encore mal parlé. Ils se sont même pas vexés. Hachem s'est même pas vexé. Ouais, il les a pas encore truqués. Et l'histoire, et déjà Hachem, il raconte. Alors, tu as deux solutions. Soit qu'Hachem les a maudits. Ah, genre, vous me vexez, genre à la marocaine. Bessif. C'est un phénomène récurrent, mais ammoniacal. Ouais. Il dit... Elles suivent bien. Hein. Vous ne faites jamais le ménage, ça se voit, hein, parce qu'elles réagissent. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est que soit tu dis qu'Hachem les a maudits, ouais, soit tu leur dis qu'Hachem leur a raconté l'histoire. Voilà ce qui va se passer. Mais pas parce que je vous ai maudit, parce que vous avez la peur, parce que vous n'avez pas la confiance, parce que vous n'avez pas profité de la sortie d'Égypte pour développer votre bitachon, parce que vous n'êtes pas venu avec une volonté profonde de dire Hachem, il veut notre bien, parce que vous n'avez pas eu la confiance de Abraham, Isaac et Yaakov qui ont tout reçu en promesse et qui n'ont rien reçu et qui sont jamais pleins. Alors automatiquement, vous allez envoyer les explorateurs. Et naturellement, les explorateurs, ils vont voir des choses négatives. Et ils vont revenir avec des choses négatives. Et ils vont vous les raconter. Et vous allez pleurer et vous allez rester dans le désert. Ça veut dire quoi? C'est violent. Hein? Vous êtes bien là? C'est que l'histoire, elle est terminée depuis le départ. Vous me suivez ou non? C'est que quelque part, la fin de ton mariage, elle est écrite dans le début de ton mariage. La fin de tes études, elle est dans le début de tes études. La fin de business, elle est écrite dans le début du business. La fin de ta alia, elle est écrite. Tu n'es pas venu avec la pêche, tu n'es pas prêt à te sacrifier, tu n'es pas prêt à t'intégrer, tu n'es pas prêt à être remis en cause. Dans 2 ans, tu es à Miami. Mais non, tu es fou, Shalom, Israël. Aïe, 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 aïe. Après, je te vois à Miami, qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah tu sais, finalement, on est parti à cause de la langue. Ah bon, tu parles anglais? Non. Parce qu'il n'y avait pas le ratson, il n'y avait pas la volonté. Quand tes parents ils t'ont dit qu'elle est bien. Tes enfants ils t'ont dit qu'elle est bien. Ouais. Le monde il t'a dit qu'elle est bien. Hachem il t'a montré qu'il t'aime. Et toi tu doutes. Tu vas bouffer du chien. Mais pas le chien parce que la vie elle est dure. Le chien parce que tu n'es pas clair. Le chien parce que tu n'es pas convaincu. Le chien parce que tu n'es pas croyant. Le chien parce que tu n'es pas confiant. Le chien, parce que tu n'as pas confiance en toi, tu vas manger du chien. Mais sache, si ça peut te rassurer, que c'est toi le chien.
Parce qu'on a dit que la volonté, elle est dans le lève. Mais il y a quelque chose qui ressemble au lève, mais qui est comme le lève, mais qui n'est pas le lève. Ça s'appelle Kélev. Moi, toujours les gens qui se plaignent de leur vie. J'ai une vie de chien, elle s'est conduite comme une chienne. Je dis, mais t'habites dans un chenil ou quoi, toi? Tu me diras, t'as déjà 30 millions d'amis, il fallait rester en France. D'accord? Ah, Botaï, c'est pas shoot. Le choix, on l'a. La liberté, elle est devant nous. Mais nous, on doit juste décider si on va partir avec un a priori positif et constructif pour réussir, avec la croyance en Dieu, avec la confiance en nous, et on va réussir. Ou alors on va partir avec des a priori négatifs, parce que c'est pas si simple, parce que vous connaissez pas la situation, parce que vous savez pas qui j'ai épousé, parce que les enfants, ils sont pas comme j'attendais, parce que l'école, elle est tordue, parce que le ravi m'a pas écouté. Et mon frère, ton discours, il contient ta réponse. Ton histoire, elle était depuis le départ. C'est que tu es rentré à reculons dans le mariage. Tu vas sortir en courant. Vous me suivez ou non? Les enfants, tu dis quoi? T'es enceinte? Oh là là, comment tu vas les assumer? Si, déjà la grossesse que tu fous rien, déjà ça te fatigue. Comment tu vas assumer la crise d'ado? Ouais. Les employés, tu veux pas les payer? Tu dis, ah, quand même, ça coûte beaucoup d'argent. Le mec, il t'a rapporté 100 millions d'euros. Ok, il a un salaire. Donne-lui une petite prime, donne-lui 3 000. 3 000, c'est de l'argent. Après, celui-là, il va demander, celui-là va demander. Attends, le mec qui t'a donné 100 millions, cash dans ta poche, tu les as mis. Pas 100 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de bénéfices. Tu avais 6 projets immobiliers, le mec, il les a tous vendus. Donne-lui 3 000 euros. Tu devrais lui donner 2 appartes. Ah ouais, tout de suite les gros mots. Mais malheureusement, toi, tu t'es inscrit au concours parce qu'il y a Miss Univers et il y a Miss Monde. Mais c'est dommage parce que toi, tu aurais pu être Miss King. Donc, tu n'as pas donné les 3 000 euros. Parce que tu dis, c'est par principe. Eh bien, le mec, il est parti chez le concurrent. Et là-bas, il a vendu 22 projets immobiliers. Et toi, tu t'étouffes, tu meurs, tu n'arrives même pas à louer 2 pièces. Parce qu'il avait la bracha, ce jeune-là. Et toi, tu n'as pas ouvert les yeux. Hachem, il t'a envoyé des enfants extraordinaires. Vas-y, sois à la hauteur, bats-toi pour eux. Étudie avec eux, investis pour eux. Tu dis, non, ça me prend la tête, ça me saoule. Mon père, il ne s'est jamais occupé. Moi aussi, je ne m'occupe pas. En vérité, c'est parce que t'es flemmard. Toi, t'es flemmarde. Toi, tu veux t'occuper de tes ongles au lieu de t'occuper de tes enfants. Je comprends pas, tu as une enfant anorexique et ta question, c'est de savoir est-ce que tu as trouvé les chaussures qui vont avec la jupe. Donc ça veut dire atalo rotse, atlo rotsa. Ouais, tu n'as pas réalisé la chose la plus simple du monde qui s'appelle je veux cela. Le je, c'est toi. Le veux, c'est l'énergie de l'âme que tu utilises pour réaliser cela. Cela, 50%, c'est ce que la vie te propose à travers Hachem et 50% la projection de ce que tu es. Maintenant, c'est la phrase la plus simple du monde, je veux cela, et c'est la plus compliquée puisqu'il faut à peu près une vie pour la mettre en place. Maintenant, je souhaite, Bezrat Hachem, qu'on arrive tous à la réaliser et que vous ayez tous que du bonheur et de la réussite. Amen. Hazakuba wa kol hakavod. Vous avez assisté à un très bon cours.